Bonjour à tous. Donc merci à tous hein, d'être venus. Je vais peut-être voilà, je vais me présenter en quelques minutes. Alors moi je suis Julien Doza, je travaille au sein de la CGPME Île-de-France avec mon collègue ici présent Alexandre. Je ne sais pas si vous connaissez la CGPME. Nous on est une organisation patronale. Alors souvent, ça peut être un gros mot pour certains, on ne comprend pas très bien quel est l'intérêt de la structure. Si vous voulez, nous, en deux mots, c'est assez simple. On a deux grandes activités. La première activité, c'est de représenter les TPE, PME au niveau national et faire porter la voix donc, de ces PME, que ce soit au niveau local, départemental, régional et aussi au niveau du national. Et puis on a une autre activité qui est l'activité la plus importante, qui est d'accompagner nos entreprises dans leur développement, que ce soit vraiment au lancement de l'activité, ou que ce soit une entreprise qui est déjà montée depuis déjà de nombreuses années. Et donc nous là-dessus, par exemple, sur si on prend les jeunes entreprises, aujourd'hui voilà, on va aider des jeunes startups, par exemple, ou même des fois même en amont en fait, de la création de l'entreprise. Sur un certain nombre de sujets. Donc ça va être en amont, ça peut être la réalisation du business plan, sur d'autres sujets. Et puis après, une fois que l'entreprise est créée, on va aussi accompagner l'entreprise sur un certain nombre de problématiques qui peuvent être liées au financement, à la commercialisation, à la stratégie, voilà, sur plein de sujets qui concernent vraiment le lancement de l'activité. Donc voilà, donc nous aujourd'hui, on a vraiment ces deux activités, le lobbying et l'accompagnement. Alors, la distinction en fait entre une start-up et une PME, on va dire start-up c'est plus. Alors après, ça dépend comment on le voit. Il y a des personnes qui vont voir, voilà, la start-up c'est vraiment l'entreprise qui vient de se lancer, peu importe son secteur d'activité. Il y en a d'autres qui vont dire c'est une entreprise qui vient de se lancer, qui est spécialisée plutôt aux nouvelles technologies, plutôt dans le numérique. Et puis la PME, pour moi, voilà, en tout cas pour nous, c'est une entreprise qui est déjà créée en fait, qui est déjà créée et qui a une certaine existence. Et après, en termes aussi, il peut y avoir une classification en termes de taille. En disant, voilà, on estime qu'une PME, déjà, si elle est à 50, 100, 150 salariés, on est déjà sur une structure déjà un petit peu plus importante qu'une TPE qui va être plutôt dans les moins de 10 et qui représente voilà, l'ensemble des créations d'entreprises en général. Donc voilà, donc nous, voilà, pour nous, la start-up, c'est vraiment la société aussi qui vient de se lancer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt quand même sur des créations ou des accompagnements de sociétés plutôt dans le domaine du numérique, sur de l'applicatif, sur un certain nombre de choses du portail, etc. Donc voilà. Donc moi, je vais pas voilà, rester plus longtemps au micro. Là, l'idée vraiment d'aujourd'hui, hein, c'est d'échanger avec vous sur l'entrepreneuriat, de voir si d'entre vous, il y a des gens qui souhaitent créer une entreprise ou qui ont peut-être déjà créé une entreprise, hein, parce que je crois que d'entre vous, il y en a déjà qui ont créé pour voir ça un petit peu sur LinkedIn ou sur d'autres sites spécialisés, sur d'autres réseaux sociaux. Donc voilà, donc l'idée c'est d'échanger vraiment là-dessus. Et puis après aussi, c'est de développer aussi une autre compétence que vous développez beaucoup au sein de l'école 42, c'est l'intrapreneuriat. C'est vraiment être moteur au sein de l'entreprise. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche au sein de nos TPE-PME. C'est aussi des collaborateurs qui sont des gens moteurs et pas des gens qui attendent l'information. Voilà. Donc je vais peut-être laisser la parole à Fabien ou... Bonjour, enchanté. Donc moi je suis Fabien Solman de YouBooks, donc une plateforme de diffusion de livres numériques que j'ai co-créé avec deux autres associés depuis 2011. Donc je vais vous parler un petit peu de mon expérience de création d'entreprise rapidement et comment ça s'est passé. En fait, j'ai une expérience professionnelle en tant que salarié pendant des années dans différents secteurs de services, de marketing, d'innovation. Et à un moment donné, en 2011, on se retrouve avec la directrice marketing de Generali. Moi, je m'occupais de la stratégie mobile des smartphones. On commençait à lancer les toutes premières applications. L'iPhone n'avait pas été créé depuis très longtemps. Et on s'est dit, voilà, il y a des ruptures qui sont en train d'intervenir. Et on a voulu participer à ce mouvement-là. On s'est dit qu'il allait y avoir une lame de fond de nouvelles sociétés qui allaient venir disrupter des secteurs. Et nous, on s'est intéressé en particulier au secteur du livre, le livre n'étant pas encore numérique. On s'est dit, voilà, le livre numérique va certainement arriver, va certainement exister. L'iPad venait de sortir. Et on s'est dit, c'est le moment d'aller voir un petit peu si les modèles économiques du livre numérique vont subir des mutations. Et à ce moment-là, en 2011, la seule façon d'envisager le livre numérique mondialement, parce qu'on a été un peu surpris de ça, c'était vente à l'unité d'un fichier livre comme
J'achète un MP3 sur iTunes, j'achète un livre numérique chez Amazon ou chez Apple. On s'est dit, c'est pas forcément la seule façon de faire. Il y a forcément des solutions d'abonnement qui vont exister, comme Netflix ou comme Spotify. Et on s'est dit, voilà, il faut absolument lancer un service permettant aux personnes de lire en illimité tout type de livres sur leur tablette, sur leur smartphone. Une idée finalement assez simple. Donc après, le travail, c'est pas tant de trouver l'idée, parce que si je dois faire un témoignage là-dessus, des idées, on en a plein. Et quand on a voulu se lancer, on avait exploré plusieurs idées. C'est assez facile de trouver des idées. La difficulté, c'est de effectivement se concentrer un moment sur quel marché, quel secteur, est-ce qu'il y a du potentiel, est-ce qu'il y a déjà des acteurs en place, est-ce que c'est possible de faire émerger une nouvelle offre. Et puis, évidemment, il faut se blinder, il faut vraiment y croire, parce que c'est pas évident. Donc, on a créé la société en ayant pris quelques informations sur le monde du livre. Très honnêtement, on n'avait pas forcément bien compris où on mettait les pieds. On venait pas aucun des trois du monde du livre. Et on a découvert les difficultés en avançant. C'est un secteur qui est très, très conservateur, qui a énormément peur de l'arrivée du numérique, parce qu'ils ont vu que dans la vidéo et dans la musique, ça avait causé des pertes de valeur et ça avait causé des problèmes, des transformations, des rachats, des faillites, etc. Et donc, grande résistance face à l'arrivée du numérique en général et d'un modèle comme le nôtre encore plus, puisqu'on vient en disant, quelque part, j'ai payé 9,99 €, je peux lire un livre, je peux lire 1000 livres, c'est le même prix. On a quand même trouvé quelques éditeurs qui nous ont suivis. On a lancé fin 2012 une première version bêta, très très moche. Si vous retrouvez des images, c'était catastrophique. Donc on a vraiment fait le choix de lancer assez tôt une version qui n'était pas finie, qui n'était pas propre, mais qui nous a donné des premiers utilisateurs, des premiers retours utilisateurs. Et puis, ça nous a permis de voir sur quoi il fallait se concentrer, sur les contenus. On nous réclamait les bandes dessinées, donc on a été chercher les bandes dessinées. Enfin, ça a vraiment été très, très positif de fonctionner comme ça. Et puis, petit à petit, on s'est mis à avoir vraiment une vraie traction sur le nombre d'inscrits sur la plateforme. C'est le moment où aussi on n'avait plus aucun moyen. Donc, on a été dans le phénomène de levée de fonds. Vous avez sûrement entendu parler, si vous vous intéressez un peu à l'entrepreneuriat. Il a fallu convaincre des investisseurs et du coup construire toute une histoire sur qui on est, où on va et jusqu'où on veut aller. Sachant que dans notre domaine, on est face à des géants, puisque quelque part, on se confronte à des Amazon ou à des Apple, puisque finalement, c'est aujourd'hui eux qui tiennent le marché du livre numérique dans sa dimension vente à l'unité. Et voilà. Et depuis 2014, on a quand même vraiment eu des progressions très très fortes. On a dépassé les 700 000 inscrits. On a aujourd'hui une présence à peu près dans tous les pays de la francophonie. On n'a pas encore commencé l'internationalisation, donc ça c'est la prochaine étape. On est toujours en levée de fonds, c'est-à-dire qu'on a levé une première fois 1,2 million et là on lève à nouveau 3 millions. Et c'est un modèle, celui qu'on a choisi, qui est un modèle qui fonce dans le rouge avant de remonter. Et c'est pas simple parce que c'est très cash consuming et on voit même encore Spotify quelques années après qui est toujours pas encore break-even, donc on sait un peu vers quoi on se dirige. Ceci dit, voilà, on est toujours convaincu et de plus en plus au fil du temps que c'est la bonne façon de présenter l'accès aux services culturels, qu'on est entré dans une ère où les personnes souhaitent non plus posséder, mais juste avoir l'accès. Et ça se vérifie de plein de façons différentes. Donc dans les biens culturels, on en a parlé, mais plein d'autres façons. Il y a Autolib, il y a plein de choses qui montrent que les gens veulent juste un accès et plus nécessairement la possession. Et donc on est convaincu qu'on est dans la bonne direction. Maintenant, on est aussi en France et on a eu à faire face à des résistances très puissantes des éditeurs eux-mêmes et aussi des pouvoirs publics qui ont enclenché des procédures contre notre modèle. Et on est encore aujourd'hui en discussion avec le ministère de la Culture pour essayer de convaincre que non, l'abonnement au livre, c'est pas quelque chose de dangereux, pas quelque chose qui vient détruire de la valeur, mais au contraire quelque chose qui va apporter plus de lecteurs dans le domaine de la lecture numérique. Je fais une présentation rapide comme ça. Ouais, c'est bien. Tu peux continuer si tu veux. Peut-être passer après. Bonjour tout le monde. Donc moi je m'appelle Stéphane Rios. Ça fait 20 ans que je bosse dans l'internet. Donc j'ai commencé il y a
en 94-95. Je fais mon premier serveur web sur un Windows 3.11. Donc ça date un peu. Et en fait, depuis tout petit, je suis passionné d'informatique. Hein. J'ai eu mon premier ordi à 10 ans en 81. Donc c'était un ZX 81. À l'époque, ça coûtait une blinde, hein, comme aujourd'hui. Donc, après, j'ai programmé sur ZX Spectrum, Commodore 64, enfin tous les vieilleries qu'on a connues dans les années 80. Et puis, j'ai fait des études pas du tout d'informatique. Donc, on peut dire plutôt que je suis un autodidacte. Je n'ai pas fait d'études d'informatique, j'ai fait de la physique des plasmas et des rayonnements et physique des plasmas, donc un truc qui a absolument rien à voir en parallèle avec une école d'ingé. Et ce qui fait qu'aussi, je me sens toujours un peu embêté quand je discute avec des gens qui ont fait Supinfo, Epita, Epitech, où ils me parlent de HT-Ball et de Betry, etc. Moi, j'ai un complexe d'infériorité par rapport à ça, mais ça ne m'a pas empêché de monter une boîte. J'ai fait une première partie de conseil, chef de projet, etc. dans des grosses SS2I, et puis je suis rentré au démarrage de ruducommerce.com, où j'ai passé 10 ans, d'abord comme CTO adjoint et ensuite comme CTO. Et là, j'ai appris énormément, j'ai fait énormément de choses, j'ai codé, j'ai racké des serveurs, j'ai fait tout j'ai réécrit une bonne partie du site web du commerce, et jusqu'à ensuite lâcher le code complètement et gérer des équipes de 70 personnes. Et puis en 2010, plan social, donc je profite de ce plan social pour partir et me reposer parce que 10 ans, 24/7, c'est un peu fatigant. Et donc je crée une première boîte de conseils. Alors, premier indice, créer une société, c'est vraiment ultra facile aujourd'hui en France. Tout peut se faire en ligne. Réellement, en une journée, on peut plier l'affaire. On peut tout scanner, envoyer, tout ça. Il y a des sites web pour créer sa société, donc c'est assez facile. Trouver des modèles de statut, même créer donc moi j'ai créé ce qu'on appelle une SAS, hein, une société par action simplifiée. Même créer une SAS, c'est aujourd'hui ultra simple. Bien, il y a encore des choses encore plus simples comme l'auto-entrepreneuriat, mais en tout cas, même une SAS, c'est facile. Donc j'ai créé une première une SASU, une SAS unipersonnelle qui fait du conseil, donc qui s'appelle Agilitic, parce que j'ai été touché par la grâce des méthodes agiles, et pendant mon expérience chez Ruducommerce, j'ai passé 10 ans à essayer d'implémenter des projets cycle en V, et à essayer de faire marcher ça, et ça ne marche pas. L'agile marche mieux, j'en suis persuadé, et donc j'ai monté une société qui essayait de promouvoir ça. Et puis, au cours d'une mission de conseil chez cdiscount.com, je fais un audit de performance web, et je me rends compte que je vais faire un super audit avec 70 recommandations, et il y a 200 jours hommes de boulot, mais que ce truc-là, il allait rester sur un coin de table et jamais être appliqué. D'où l'idée de Fastorize, donc, que j'ai créé juste après, il y a à peu près 4 ans. L'idée est venue il y a 4 ans. Fastorize, c'est quoi? C'est un accélérateur de site web, donc c'est une sorte de boîte noire dans le cloud qu'on pose devant un site web et qui va appliquer toutes les recommandations, les bonnes pratiques de web performance en automatique. Donc c'est l'équivalent c'est un petit Cloudflare, voilà, si vous connaissez Cloudflare. En tout cas, l'idée est née de là. Et alors c'est assez drôle parce que il faut jamais commencer sa phrase par c'est assez drôle, parce que sinon on rigole pas. Ce qui est remarquable, c'est que à l'époque, j'avais un CDI dans les mains, et j'étais pas à 2 doigts de commencer, mais à 2 semaines de commencer dans une autre SS2I qui s'appelle Sopra. Et franchement, ça m'emballait pas, mais j'avais besoin de trouver du boulot. Et puis j'ai eu cette idée, et à partir de là, c'est un peu comme Inception, quoi. Vous l'avez, et après ça sort plus, quoi. Vous en rêvez, vous
vous en parlez autour de vous, on dit ah ouais c'est bien, vas-y, ouais, vas-y fonce, tu devrais y aller. Et bah voilà, 2 jours avant de commencer, j'ai appelé mon futur boss et je lui ai dit bah non, c'est juste pas possible, j'ai un truc auquel je crois absolument et il faut absolument que je le fasse. Je suis vraiment désolé, mais je peux pas faire autrement, quoi. Et je me vois pas bosser pour vous, désolé. Et donc c'est venu comme ça. Alors ce qui est étonnant aussi, c'est que j'avais absolument aucune idée de comment le faire. Donc j'avais pas de prototype, il y avait des concurrents qui étaient venus, enfin 3 mois un peu avant, il y avait déjà des produits qui avaient commencé à se lancer. Donc je m'étais dit, bon, il y a un truc à faire, il y a des gens qui ont pensé à la même chose que moi. Et donc ça doit être faisable. Et j'ai passé beaucoup de temps à trouver des gens pour m'aider à le faire. Parce que moi, étant pas développeur, pas développeur, je développe, mais pour faire ce que je voulais faire, c'est un proxy temps réel. Hein, donc c'est vraiment un proxy qui va prendre des flux HTML, qui va les parser le plus rapidement possible et les réécrire le mieux possible et les renvoyer. Donc il faut que ça tienne en 30-40 millisecondes. Pour faire ça, moi j'avais pas les compétences. Donc j'ai trouvé quelqu'un, je me suis associé avec quelqu'un qui s'appelle Vincent Voyer, qui était dans le même mood, qui avait fait des missions de conseil sur la webperf et qui s'était dit c'est super les missions de conseil, mais ça mène à rien, quoi. Donc en termes de comment dire on a envie de créer quelque chose qui sert quoi. Bosser pour quelque chose qui sert à rien, bon, c'est pas très valorisant. Je gagnais très bien ma vie, hein, en tant que consultant. Ça, il n'y a pas débat, mais c'était pas l'objet, en fait. Et donc on s'est associés et on a lancé Fastorize. J'avais gagné beaucoup de sous, j'ai eu du commerce, donc c'était pas un problème pour démarrer. J'y ai mis beaucoup de sous. Et on était 2 techos. Et c'est pas bon. C'est pas bon d'être 2 techos parce que on a des travers de techos, quoi. Donc c'est-à-dire bah, je code, et puis ça va jamais, puis des fois je refactor, et puis tiens, mais en tout cas je sors pas mon produit, quoi. Je le mets pas à disposition de quelqu'un. Et en fait c'est une erreur, mais finalement c'est pas si grave que ça. Enfin, aujourd'hui ça n'a pas d'énormes conséquences, mais si c'était à refaire, je le mettrais dans les mains beaucoup plus rapidement des utilisateurs et des clients. Et en fait, alors ce que je faisais, c'est que j'allais sur les salons, puis je racontais ce que le produit allait faire. Donc ça n'a pas de souci, hein, pour essayer de le vendre, de le commercialiser, de dire ouais, il faisait pas la moitié de ce que je racontais, mais c'est pas grave. Mais par contre, j'allais pas plus loin, donc je le vendais pas. Et en fait, ce qui est vraiment, je trouve, moi, fondamental, si vous vous lancez, c'est ok, c'est super d'avoir une idée, mais c'est pas juste pour la beauté du produit. Il faut que si ça doit répondre à un besoin, il faut prouver que ça répond à un besoin. Donc il faut les mettre dans les mains des utilisateurs, et donc il faut le vendre. Et ça, c'est un truc, je pense que le marketing et le commercial sont des choses beaucoup, beaucoup plus compliquées que la technique. Mais peut-être parce que je suis un techos, hein, enfin, à la base, hein, mais vendre, comprendre les besoins d'un client, lui faire comprendre la valeur de ce que vous faites, attirer du monde, etc. C'est une vraie science, quoi. Donc finalement, les challenges techniques, ouais, j'ai l'impression, enfin, j'aurais tendance à dire, c'est pas voilà, c'est pas très compliqué, quoi. Il y a toujours moyen de résoudre des challenges techniques. Par contre, trouver des moyens de vendre, bah, c'est un peu plus compliqué. Et puis du coup, bah, faut pas oublier ça. Et nous, on a mis pendant 2 ans, on n'a pas eu de commercial. Bah, pendant 2 ans, on a eu des gens, des prototypes, des gens qui testaient mais qui payaient pas. Donc, bon, autant dire que ça n'avait aucun intérêt. Donc là, on a pas mal appris quand notre premier commercial est arrivé et qu'il ouvrait des grands yeux. Il dit mais vous faites pas ça? Ben non, pourquoi on devrait? Et du coup, on a énormément appris.
y compris quand on a une personne du marketing qui nous a rejoint il y a 1 an. Et donc aujourd'hui, si c'était à refaire, je m'associerais avec un bon techos, mais aussi avec un bon business. Voilà. Alors nous, juste pour donner un témoignage là-dessus, on a une équipe de fondateurs qui est 2 tiers marketing, 1 tiers tech en fait. Donc Vincent, c'était un lead tech mobile chez Octo. Il avait vraiment développé des applis iOS, un petit peu Android, et il s'était un peu initié au Ruby on Rails, mais suffisamment quand même pour arriver à créer les bases de la plateforme avec juste un petit peu de Presta en plus. Et il a géré tout seul le dev pendant un certain temps. Et il avait sur le dos Hélène et moi qui arrivions avec des tas de demandes, effectivement du terrain. Hélène plus dans la dimension d'acquisition client et marketing et comment on se présente, qui sont les clients qu'on va aller chercher, et du coup quelles sont les méthodes d'acquisition qu'on veut, les tunnels de transformation, etc. Et moi plus les exigences des éditeurs, finalement qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme statistiques, qu'est-ce qu'ils veulent comme info, comment on doit présenter leur livre, etc. Et on a été vraiment sur le dos de Vincent tout le temps. Et c'était nous qui étions vraiment à l'initiative de la conception de la plateforme et du produit, même si c'était lui qui a quand même immédiatement pensé, parce que des challenges techniques, il y en avait plein, même si on pense qu'un livre, c'est pas forcément très complexe. En fait, il y a plein de challenges techniques, notamment pour rendre la plateforme scalable, puisque finalement, tel qu'il l'a développé au départ, l'architecture de base qu'il a imaginée, c'est encore celle qu'on utilise aujourd'hui avec 700 000 utilisateurs, plus de 5 millions de pages lues par mois, alors que voilà, au début, c'était pas évident. Il avait décidé de décentraliser tout, de passer par des services cloud, etc. Et donc les enjeux techniques sont vraiment au cœur de la réussite, parce que si on fait des mauvais choix ou si on s'enferme dans des solutions où, quand on va vouloir en sortir, il faudra tout casser, on se freine. J'ai vu beaucoup de startups, tu as dû en voir aussi beaucoup en 4 ans dans les incubateurs, etc., vivre et mourir. Et parmi celles qui meurent, une des raisons, souvent, ça a été justement de ne pas avoir pensé suffisamment la dimension tech, soit de ne pas avoir pris un tech dans son équipe fondateur, et d'avoir dit on va juste faire une prestation et on va déléguer pour faire un site web, et puis nous, de toute façon, on va faire du marketing. Et quand il faut faire la moindre évolution, on repasse à la caisse, et puis au bout d'un moment, ça ne marche plus, et on est mort, alors que si on avait eu dans l'équipe quelqu'un qui pouvait faire vivre, on s'en serait sorti. Puis après, les autres raisons de chute, je passerai dessus, mais effectivement, une des raisons principales que j'ai vues de chute, ça a été quand même les dissensions entre associés. Donc, je crois qu'il faut le dire, c'est quand même le plus courant. Nous, on a eu la chance, Hélène, Vincent et moi, de se connaître chez Generali et de travailler ensemble dans le milieu salarié et d'avoir une expérience en commun avant de décider de s'associer. Ce qui est vraiment une chance, parce que c'est pas la règle. Mais en tout cas, c'est important de bien choisir les personnes, de bien choisir des personnes qui sont complémentaires. Donc là, je rejoins ce que tu disais. C'est vrai qu'on est sur des périmètres où il ne faut pas qu'on se marche sur les pieds. Il faut que chacun apporte son expertise. Ensuite, son expertise de départ, faut avoir conscience que quand on va être entrepreneur, on va largement déborder de son expertise de départ. Donc on va faire plein de choses qu'on ne se savait pas capable de faire, et on va résoudre des problèmes et on va s'intéresser à des choses qui, à la base, ne nous intéressaient pas énormément. Donc on peut parler de la gestion, de la comptabilité, de tas de choses, des RH, mais des problèmes très très concrets. On va tous sortir de notre domaine d'expertise initial, et c'est justement toute la richesse de l'aventure entrepreneur. Tu veux peut-être ajouter quelque chose ? Ouais, c'est bien, tu dis l'inverse de ce que je dis juste avant, en parlant de techos, qui sont hyper importants. Non, mais je suis d'accord, il faut trouver la bonne balance. Il faut trouver la bonne balance. Tu parlais de richesse.
aujourd'hui, pour rien au monde, je retournerai dans une société en étant salarié. Ce que je vis depuis 4 ans est extraordinaire. Je ne dis pas que c'est extraordinaire dans le sens vraiment extraordinaire. Ça sort de l'ordinaire. C'est-à-dire que on est passé par des phases vraiment compliquées. Et donc, on peut avoir des phases où on dort assez mal. Voilà. Et puis, dans l'heure qui suit, être au top. Et en fait, moi, je prends souvent l'image du grand 8. Pour moi, créer une boîte, c'est vraiment le grand 8 permanent, mais vraiment permanent. Et pas un grand 8 qui ferait des sinusoïdes comme ça, mais vraiment le grand 8 qui ferait des sinusoïdes comme ça. Parce que dans l'heure, on peut gagner un client et se voir refuser un autre ou bien pourrir sa plateforme. Enfin, c'est constamment cet enchaînement-là et il faut être vraiment tenace pour tenir le coup. Vraiment, pour moi, c'est une des premières qualités, je pense, d'un entrepreneur, c'est de jamais lâcher. Alors, il faut savoir lâcher, parce que des fois, on va un peu dans le mur, mais quand même, il faut y croire, surtout quand on est passionné. C'est aussi une des qualités que je pense qu'il faut avoir, c'est être passionné par le domaine dans lequel on entreprend. Moi, pourquoi j'ai lancé Fastorize, c'est parce que ça fait un moment que la performance des sites web, le temps de chargement, j'ai toujours bossé là-dedans chez Rue du Commerce, mais même dans la vie, c'est un truc que je ne supporte pas de perdre du temps. Donc du temps gâché, je repère ça tout de suite et je suis toujours en train d'imaginer des solutions pour gagner du temps. Donc c'est vraiment une passion. J'aimerais quand même revenir sur les débuts de Fastorize et parler un peu d'argent. Quand j'ai fait mon premier business plan, j'étais millionnaire au bout de 2 ans. Ouais, t'avais le même aussi, ouais. Et j'en ai croisé pas mal aussi, ouais. Voilà. Donc Excel ne prédit pas le futur. Et ça se saurait. Et donc, je ne suis pas millionnaire au bout de 2 ans. Et finalement, je ne peux pas nier que c'était un élément de moteur dans la création d'entreprise. C'est-à-dire que, ouais, on se dit, voilà, on va créer une boîte. Si elle marche, ça va être tout bénef pour nous. Voilà, on a tous l'exemple des grosses boîtes qui marchent, les fous dingues là, qui vendent leur boîte 19 milliards. Et donc, c'est sûr, ça fait rêver. Sauf que ces boîtes-là, oui, il y en a, mais ce n'est pas toutes les startups. Et effectivement, en 4 ans, moi, j'en ai vu un paquet de startups et j'en ai vu un paquet mourir. Donc, et ça a arrêté. Et puis un paquet continuer de vivre, mais sans être vendu des milliards. Donc, ça... Je pense que toutes celles qui meurent et qu'on a vu mourir... ce sont des personnes qui ont appris énormément, comme nous, on a appris. Et quelque part, l'échec d'une aventure entrepreneuriale, c'est peut-être les graines de la réussite de l'aventure d'après. Parce que, comme on disait, à un moment, on ne voudrait pas revenir en arrière ou repartir dans un mode salarié. Probablement que s'il y a un échec, on recommencera une nouvelle aventure, on tirera les conclusions, qu'est-ce qui n'a pas marché, et on repartira de plus belle. Donc, moi, je connais déjà plusieurs startups qu'on a rencontrées dans les incubateurs qui sont morts et les personnes sont reparties sur des nouvelles aventures pratiquement aussitôt. Ouais, c'est vrai. Mais c'est quand même pas facile à vivre. C'est dur. Oui, c'est dur. Enfin, on dit toujours, oui, apprenez de l'échec c'est bien, etc. Super, il y a quand même 6 mois de dépression, quoi. Donc, et sur l'argent... ce que j'ai moi découvert, c'est que finalement, bien sûr, il restait une motivation financière, mais qu'elle passait au second plan. Et que aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est vraiment construire une équipe et un produit, bien sûr. Mais peut-être le plus important, c'est le produit. Enfin, c'est l'équipe. Et je dis souvent, vous ferez quoi après ? On me pose la question, vous ferez quoi après Fastorize ? Je dis, je sais pas, mais en tout cas, je prendrai la même équipe. Et puis, on ira aux Bahamas construire un autre produit. Parce que finalement, ce qu'on a fait, c'est vraiment créer une équipe qui fonctionne très bien ensemble.
Et ça m'amène à la définition de la startup, parce que tu posais la question tout à l'heure, c'est quoi la différence entre une startup et une PME? Et pour moi, ce n'est pas une entreprise qui se crée. Une startup, c'est une entreprise qui se crée, bien sûr, mais qui cherche à faire matcher un produit et un public suivant un business model. Et c'est pour ça que les startups, elles pivotent, parce que c'est la même équipe, mais qui fait tourner son produit pour faire matcher avec le bon besoin et le bon business model. Donc il y a plein de réussites qu'on voit aujourd'hui qui sont des pivots d'idées initiales. Donc à la limite, peu importe l'idée de départ, et j'en viens à un autre point qui est fondamental, c'est l'exécution. Alors vous entendrez peut-être beaucoup ce mot exécution dans le milieu des startups, mais pour moi c'est assez fondamental. Ça ne sert à rien de penser, ça ne sert à rien de dire, il faut faire. Nous on a une valeur chez Fastorize qui s'appelle JFDI et qui veut dire Just Fucking Do It. Et qu'on essaye d'appliquer, mais dans lequel des fois qu'on oublie, mais qu'on essaye d'appliquer. Et j'ai croisé tellement de gens qui me parlaient de... Alors un qui me disait je suis sur un projet secret. Donc alors là je disais bon ok, toi je te parle pas, ça m'intéresse pas, reste dans ton projet secret. Qui me disait j'ai une idée, on va faire ci, on va faire ça, mais est-ce que tu as vraiment avancé? J'en ai croisé vraiment mais des dizaines de personnes qui avaient des idées mais qui jamais se lançaient. Et en fait je crois que le plus important c'est de se lancer et de tester son idée. Il ne faut pas avoir peur de se lancer avec des bouts de ficelle, de tester avec des bouts de ficelle. Tout à fait. Nous, on a vécu quand même un truc assez incroyable avec Hélène parce qu'on a décidé de monter cette boîte. On ne savait pas ce qu'on allait faire. On a exploré plusieurs idées. On savait qu'on allait monter un truc ensemble, que ce serait autour du mobile ou de la tablette. Et on a regardé plein de choses. On a regardé des secteurs aussi différents que le jeu vidéo, les stores d'applications, etc. Et des idées, on en a eu, mais des dizaines. Et je ne me fais pas d'inquiétude. Si à un moment je devais repartir sur une nouvelle idée, je sais qu'en une après-midi, je trouverai 15 idées de start-up qui peuvent changer le monde. Voilà, c'est pas compliqué. Ce qui est super compliqué, c'est d'être au bon moment, avec le bon produit, sur le bon marché, avec la bonne équipe et d'exécuter parfaitement le truc. Ça, c'est le plus difficile. Des idées, effectivement, il peut y en avoir plein. Je rejoins complètement. C'est-à-dire qu'une idée, si vous en avez une, la gardez pas secrète. Au contraire, partagez-la. Des personnes qui ont envie de vous piquer votre idée pour monter la start-up à votre place, il n'y en a pas. C'est pas vrai, il n'y en a pas. Et puis de toute façon, il y a des idées qui sont dans l'air. Et il y a des fois 2, 3, 5. Je parlais tout à l'heure de Periscope. Voilà, ça c'était une bonne idée. Et il y a Meerkat qui est sorti et Periscope qui sont sortis en même temps sur l'idée de chacun devient une chaîne de télé et peut diffuser en direct de la télévision depuis son smartphone. C'est une idée simple, c'est une idée que n'importe qui peut avoir. Après, c'est dans l'exécution, la rapidité de toucher les utilisateurs que va se faire la différence. Et à la fin, il y en a un qui va prendre l'essentiel du marché, un deuxième qui sera un challenger, et puis tous les autres qui seront morts derrière. Et dans le domaine des nouvelles technos, c'est vrai que ça va très très vite et que la prime au premier arrivé, à celui qui arrive avec la meilleure exécution, est énorme. C'est assez cruel en fait ce qui se passe dans le domaine des nouvelles techno parce que très rapidement, il ne peut en rester qu'un. C'est Highlander. Donc assez vite, vous pouvez vous faire dépasser. Et donc il faut garder la tête froide, il faut être vraiment focus. Donc il y a la notion de pivot qui est importante, c'est-à-dire qu'il faut savoir reconnaître que l'idée de départ, elle ne matche pas tout à fait avec les attentes du public ou avec le marché et qu'il faut l'ajuster. Il y a aussi la notion de focus qui est très importante, c'est-à-dire ne pas se disperser, parce que des idées, justement, il y en a plein de nouvelles qui vont arriver tout au long du projet. Et si on faisait ci, et si on faisait ça. Et en même temps, c'est quoi ce à quoi on croit le plus, c'est quoi le cœur de ce qu'on va proposer aux clients. Faisons de façon parfaite l'exécution de cette partie-là avant de se disperser vers d'autres activités. Heureusement qu'il y a de la concurrence, parce que ça valide un peu votre idée. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul sur un marché, ça veut dire que peut-être votre idée elle est complètement bidon, quoi. Et donc c'est bien, les grandes innovations ont toujours émergé de façon très concomitante dans le temps et dans l'espace, quoi. Donc ouais, avoir de la concurrence, ça a du bon.
Donc ça valide plutôt l'idée du marché. Quand vous allez chercher, vous allez lever des fonds, c'est bien de montrer qu'il y a des concurrents qui existent, qui ont un marché par exemple ailleurs aux US. Mais par contre, moi la concurrence, je la regarde assez peu. Parce que finalement, si on regarde trop la concurrence, on a le nez dessus, on essaie de copier, on perd sa capacité d'innovation et comment dire, d'étudier le ressenti client. Suivre la concurrence ne permet pas d'écouter ses clients et de savoir vraiment ce qu'ils veulent. Donc nous, on considère vraiment que on a développé assez peu de choses, enfin c'est pas vrai, mais on a développé beaucoup de choses qui provenaient de demandes clients. Alors pas des trucs farfelus où il y a pour juste un client, hein, mais de un ou deux clients qui commencent à nous dire, on commence à entendre, ah bah tiens, mais pourquoi vous faites pas ci et pourquoi vous faites pas ça? On l'entend 2-3 fois. Ok, bon bah ça nous donne le signal qu'il y a certainement, s'il y en a 2-3, il y en a certainement un peu plus qui peuvent avoir le besoin. Ça c'est vrai qu'il y a besoin sans arrêt, c'est comme au Go, s'il y a des joueurs de Go parmi vous, sans arrêt, on est la tête dans le guidon et il faut prendre du recul et regarder et se remettre à l'écoute des remontées. Et effectivement, les remontées clients sont essentielles. On se fait approcher par des personnes qu'on n'attend pas du tout, qui viennent nous trouver avec une idée ou une demande, ça me paraît bizarre, et puis ça arrive une fois, 2 fois, il faut se dire, ok, il y a peut-être quelque chose de ce côté-là. Nous, on a ouvert une activité auprès des comités d'entreprise ou des bibliothèques. C'était pas complètement absent du business plan initial, mais enfin ça n'arrivait pas aussitôt, mais on a eu des demandes spontanées qui sont arrivées et on s'est mis à l'écoute de ça et on a développé une partie de l'activité qui a généré du chiffre d'affaires au moment où on en avait le plus besoin et ça nous a permis de financer l'activité principale qui était une activité B2C complètement déficitaire et complètement effrayante pour les investisseurs. Alors, tu as parlé de prendre du recul donc pour examiner un peu les demandes clients et plus généralement prendre du recul. Quand on monte sa boîte, c'est 24 heures sur 24. Enfin, moi, je me couche, je pense un petit coup à Fastorize, je me lève, je pense que ça doit être la première chose à laquelle je pense. Je suis sous la douche, je sais que c'est 10 minutes où je pense qu'à ça. Et 24 heures sur 24, je pense Fastorize, quasiment. Et donc, on a la tête dans le guidon, on a des tout doux à rallonge, on raye. Et des fois, c'est salutaire de prendre du recul. Alors, moi, je prends du recul de 2 façons. J'ai un coach. Alors, c'est pas un coach sportif. Hein. J'ai un coach toutes les 3 semaines. On passe 2 à 3 heures à discuter du business. À discuter de Fastorize, de un peu plus que les 2 semaines ou les 3 semaines qui viennent, mais plutôt des 3, 6, 9 mois qui vont venir. Et je dis, c'est vraiment salutaire. C'est-à-dire que ça me permet d'ouvrir les yeux. Il y a des fois, je me dis, oh, il me dit un truc, je dis, mais je suis con. Ça fait 6 mois qu'on fait ça et c'est complètement con. Et donc, c'est vraiment salutaire. Et la deuxième chose, c'est prendre du temps pour soi. Et ça rejoint la notion de rythme soutenable auquel je tiens beaucoup. C'est-à-dire que pour moi, travailler 12 heures par jour, c'est inconcevable. C'est-à-dire que j'ai beau avoir Fastorize dans la tête régulièrement. Non mais la piscine, c'est un temps limité. Travailler 12 heures par jour pendant 1 an, c'est pas possible. Enfin, vous finissez par faire des conneries. Et donc, je crois beaucoup au rythme soutenable. Et donc, chez nous, il n'y a personne qui fait des journées de 12 heures. Alors, de temps en temps, ça arrive, parce qu'on est passionné aussi. Donc, ça arrive. Il y en a qui codent le week-end parce qu'ils sont passionnés. Mais ce n'est pas imposé, c'est juste les horaires sont libres. Et donc, il n'y a évidemment pas d'horaire chez nous. Enfin, évidemment, c'est pas si évident que ça, mais il n'y a pas d'horaire chez nous. Et vraiment, je tiens à ce que on puisse prendre du recul. Donc, par exemple, on a cette espèce de Google Time tous les vendredis après-midi où on fait un peu ce qu'on veut. C'est comme si on était aux 35 heures, mais il faut quand même un peu faire des choses. C'est pas des vacances. C'est juste prendre du recul.
Et voilà, donc rythme soutenable, prendre le temps, prendre du recul. Oui, ben, moi je vous ai déjà dit, mais effectivement, on prévoit aussi des soupapes un petit peu dans les équipes et des moments aussi de partage, ça c'est vraiment important, il y a les deux côtés. Donc il y a des moments de partage qui sont un peu business, je veux dire, on a appliqué la méthode du stand-up, de la méthode Scrum à l'ensemble de l'entreprise, donc il y a un moment où on se retrouve tous debout et on se dit tous ce qu'on est en train de faire, ce sur quoi on a bossé et ce qu'on va faire la semaine d'après. Il y a des pizza parties, enfin il y a des moments de vraie convivialité, ça c'est super important. Il faut bien voir qu'on mélange des personnes chez nous qui sont très différentes, c'est-à-dire qu'on en a qui ont fait des études pour devenir éditeurs et qui sont des passionnés de littérature, etc. Et à côté de super geeks qui n'ont pas forcément du tout la culture littéraire ou plutôt la culture comics ou manga, etc. Et ce partage-là, il est génial. On s'est aussi efforcé de recruter les personnes sur des critères de passion ou d'intérêt très fort, en tout cas sur les domaines du livre, sachant qu'on est, nous, dans un domaine complètement généraliste. Donc ça peut être aussi bien un passionné de manga que un passionné de la littérature russe du 19e, mais que chacun ait un rapport un petit peu personnel avec la lecture, parce que voilà, notre credo, c'est qu'on veut que le livre passe sur cette nouvelle génération. On veut donner tort à tous ceux qui disent que la nouvelle génération ne lit pas, ne lit plus. Nous, on pense que les jeunes lisent en fait de plus en plus, parce que le web a ramené les personnes vers l'écrit. Simplement, ils lisent pas forcément des livres. Ils lisent plutôt finalement des contenus disponibles sur le net. Nous, on pense que c'est le modèle économique du livre qui provoque la baisse de la lecture, et que le modèle que nous, on veut introduire, est un modèle qui va ramener l'accès au livre pour tous. Et c'est quelque chose d'essentiel en termes de diffusion des savoirs, diffusion de la culture. Aujourd'hui, la qualité des contenus, c'est quelque chose d'essentiel dans le domaine du numérique. Tout le monde court vers des contenus de qualité pour amener des lecteurs et pour amener des utilisateurs. Clairement, le contenu des livres est un contenu qui est infiniment supérieur au contenu qu'on trouve sur certains blogs ou sur certains forums. Donc voilà, c'est pas une fatalité que si les personnes ont un problème de santé, ils aillent directement chez Doctissimo. Peut-être qu'ils trouveront des meilleures réponses sur le livre du professeur machin qui a bossé là-dessus depuis 20 ans et qui vous dit un petit peu ce qu'il en est, quoi. Alors je partage tout à fait ça. Et ça va aussi dans le sens de prendre du recul. On est abreuvé de news et de micro-news. Si vous suivez Twitter, tout ça. Enfin, moi, c'est un outil formidable. Je lis énormément de blogs. Mais ce que je constate, c'est que je suis rarement satisfait de ce que je lis. J'apprends assez peu de ce que je lis, de ce qui sort de chez Twitter, enfin de ma timeline en tout cas. Et j'apprends beaucoup plus quand j'ai des articles de fond. Et j'apprends beaucoup plus quand je lis des bouquins. Et je ne saurais trop vous conseiller de lire plein de bouquins qui ne sont pas forcément du domaine technique. Je sais pas, je lis Le Cygne Noir, je ne sais pas si vous connaissez, qui sont un excellent bouquin de Taïeb. Je pense qu'il faut vraiment prendre du recul et s'ouvrir l'esprit et pas lire que de la... Alors bien sûr, moi je lis des romans aussi, mais pas lire que de la technique et du blog technique, savoir comment la variable elle doit être instanciée ou je sais pas quoi. Il faut vraiment lire, et on le trouve assez rarement dans les blogs. Sur le recul, on fait chez nous on fait ce qu'on appelle une rétrospective. Donc toutes les 3 semaines, on fait une rétro. Donc ça va dans le sens de il faut ralentir pour pouvoir aller vite. Et ralentir, ça veut dire prendre le temps d'examiner ce qui n'a pas bien marché et puis de trouver des solutions pour que ça marche mieux. Et si on ne prend pas ce temps-là, on navigue un peu à vue. Nous, on fait ça aussi
C'est très très simple en termes de méthodologie. Keep, drop, start. Chacun prend ses post-it et met ce qu'il veut dans chacune des colonnes et après on en discute et du coup on revient sur effectivement les échecs qu'on a rencontrés, pourquoi est-ce que la livraison du temps on n'a pas réussi à la tenir ou pourquoi est-ce que telle signature on n'est pas réussi à la faire et puis ça permet de partager ensemble et de repartir sur des bonnes bases et qu'au moins les frustrations des uns et des autres aient pu s'exprimer, chacun se sente aussi respecté par rapport au travail qu'il a fait, qu'il a fourni, même si ça n'a pas abouti. Et puis souvent, il en ressort des nouvelles idées auxquelles personne n'avait pensé et qui sont la bonne façon de faire pour continuer, quoi. Peut-être un peu d'interaction avec les... Voilà, et je pense qu'après, voilà, ce qui est aussi intéressant, c'est au-delà de la richesse de vos expériences, c'est de voir aussi un petit peu dans la salle s'il y en a d'entre vous qui sont intéressés par la création d'entreprises ou il y a peut-être déjà des personnes qui ont déjà créé des entreprises. Qui a créé son entreprise? Qui a développé une application dans les stores? Encore. D'accord. Alors du coup, qui aurait envie de créer son entreprise là, à la sortie là? Ah oui, donc là c'est... Voilà, qui n'a pas envie? Ah, il n'y a personne. Super. Donc, à propos de ce que vous dites au niveau de bien prendre du recul par rapport à votre idée et bien prendre le feedback des utilisateurs, est-ce que vous avez genre des périodes assez intenses où vous dites bah, on a une idée, on vient d'avoir une idée, grâce au retour, grâce à ça, on va passer pendant 2-3 jours à fond sur ça et après on se pose, ou alors que c'est un cycle plus continu, c'est-à-dire qu'on va aller dans cette direction, on avance, on fait un check, on avance, on fait un check, enfin... Comment vous le vivez? Est-ce que c'est plus un moment où on se pose ou alors c'est un rythme personnel pour chacun? Ouais, non, on fait de ce qu'on appelle nous de l'amélioration continue. On est beaucoup axé là-dessus, où on regarde ce qu'on a fait avant et puis on trouve des manières de l'améliorer. On met en place des métriques pour savoir si on s'est amélioré. Ça, c'est assez fondamental. Et puis, et après, on regarde, on check ces métriques et puis on décide de garder ou pas le truc ou pas, quoi. Voilà. Donc, alors juste parce qu'on est quand même dans une école d'informatique, et moi il y a quand même une chose qui me tient à cœur, c'est les tests. Ça vous fait sourire. Alors, jusqu'il y a 7-8 ans, on faisait pas de tests chez Rue du Commerce. C'était un mode développé à l'arrache. Et au bout de 10 ans, c'est un gros plat de spaghettis et j'avais plein de développeurs qui me disaient mais non, moi je touche pas à ça, je sais pas comment ça marche, je veux pas y toucher. Et ce qui fait que c'était d'une complexité effrayante. Chaque fois qu'on mettait en prod, on avait le fameux effet de bord. C'était juste pour dire qu'on n'avait rien testé et que voilà, on attendait de voir ce que ça allait donner. Enfin rien testé automatiquement. Et je voulais pas revivre ça quand j'ai créé Fastorize, et donc j'ai énormément investi sur toute la partie test automatisé. Et quand je dis investi, c'est un vrai investissement, c'est-à-dire qu'on a perdu beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, donc on allait plus lentement que si on n'avait pas écrit des tests, mais aujourd'hui c'est un confort extraordinaire, c'est-à-dire que on déploie à peu près une fois par semaine sur une plateforme qui fait une centaine de sites où il y a 100 millions de pages vues. Et c'est un truc qui se passe très bien. Enfin, le déploiement n'est pas une douleur, quoi. Et tout ça parce que, pour plein de raisons, parce que c'est un système distribué, etc. Mais beaucoup parce que y a des tests automatisés, des tests unitaires, des tests fonctionnels, des tests d'intégration, des tests d'infra, des tests de failover, des tests de sécurité. Il y a plusieurs milliers de tests et je ne saurais que trop vous conseiller de ne jamais abandonner cette partie-là. Je vais avoir du mal à parler parce que je ne suis pas le CTO de YouBooks, vous l'avez compris, mais je sais qu'on a aussi des tests et qu'évidemment chaque dépôt dans l'App Store ou l'Android Store d'une appli est précédé d'un grand nombre de tests. Il faut qu'on vérifie l'absence de régression, etc. Donc il y a beaucoup de tests automatisés. Il y a aussi des tests humains, mais on s'oblige à repasser systématiquement pour vérifier un certain nombre de choses
sur l'ensemble des fonctions de l'appli, quoi. Alors Julien, tu nous as dit avant qu'on commence qu'il fallait qu'on aborde la notion d'intrapreneur. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est, la notion d'intrapreneur. Alors ça doit être des entrepreneurs qui travaillent, qui sont salariés, j'imagine, ça doit être un peu ça. Et donc ça résonne quand même, parce que chez nous, on doit avoir des intrapreneurs, certainement, même si on ne les appelle pas comme ça. Et juste vous donner une idée de comment on obtient des intrapreneurs. Je pense que c'est surtout une question de contexte. Donc, il faut créer les conditions pour que quelqu'un se responsabilise, s'autonomise. Et ces conditions, c'est pas en mettant du reporting, du contrôle de la hiérarchie à tout bout de champ. C'est en donnant de la liberté et de la transparence. Et alors, il y a un mois est passé le documentaire sur Arte qui s'appelle Le bonheur au travail, qui a fait pas mal de bruit sur l'entreprise libérée. Il se trouve que nous, ça fait 4 ans qu'on fait de l'entreprise libérée. C'est quoi une entreprise libérée ? C'est une entreprise où il y a beaucoup d'entrepreneurs, enfin il y a plein d'intrapreneurs, et c'est une entreprise dans laquelle on fait confiance. Donc j'ai créé les conditions pour que cette confiance existe. Alors, pour donner un exemple, tout est transparent. C'est-à-dire que les salaires sont transparents, bien évidemment, les comptes sont transparents, les accès à la banque sont transparents, tout est accessible. Il y a zéro limite. Ce qui fait, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro contrôle, mais en tout cas, il y a zéro limite. Après, il peut se passer ce qui peut se passer. Quelqu'un peut partir avec tous les sous de la banque. Voilà. Peut-être ça peut arriver. Mais en tout cas, nous, on fait confiance. Donc la transparence, c'est fondamental. On ne ment pas. Émilie, qui est chez nous, dit non, je ne peux pas mentir, c'est mauvais pour mon karma. Et j'ai bien aimé cette expression. Et chaque fois qu'on veut répondre à un client et qu'on veut lui répondre à un truc qui n'est pas la vérité, on dit attention à ton karma. Et tout de suite, on se remet dans le droit chemin. Et finalement, ça apporte beaucoup plus de valeur, d'humanité dans nos relations avec nos clients. Et on est du coup très content. Et donc, moi, je crois beaucoup à cette notion d'entreprise libérée et d'intrapreneur, mais il faut que ça vienne du haut. Donc, si un jour vous créez votre entreprise, je vous enjoins à regarder ce documentaire d'1 heure qui vaut son pesant d'or. Moi, sur l'intrapreneuriat, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais j'ai eu, en tout cas, l'occasion dans la partie salariée de ma vie professionnelle de mener des projets de façon très, très autonome. Ça a été certainement pour moi un avant-goût de l'entrepreneuriat tout court. Par exemple, chez Europe Assistance, j'ai pu développer des services télématiques vraiment from scratch. Le truc n'existait pas et on a commencé à équiper avec des systèmes GPS l'ensemble des dépanneurs pour pouvoir mieux renseigner les personnes qui voulaient être assistées sur leur voiture, du temps d'attente et de l'arrivée de leur dépanneuse, etc. Et j'ai pu mener ce projet-là, par exemple, de A à Z parce que j'étais au sein d'une équipe qui faisait confiance, qui voulait miser sur l'innovation, qui donnait les moyens de développer ce genre de choses. Enfin, j'avais vraiment été recruté pour faire ça, d'ailleurs. Donc c'est juste pour dire que c'est possible d'avoir des activités très très enrichissantes et à l'intérieur de grands groupes. Ça existe et quand ça se passe, c'est vraiment super. Enfin, on vit quelque chose d'assez super parce qu'on est quand même très très sécurisé et en même temps on peut aller au bout de ses idées et on a des moyens qui sont souvent des moyens bien plus importants que l'entrepreneur qui lui... Alors, toi tu avais encore un petit peu au départ, nous on a démarré avec vraiment rien et on a vraiment eu du mal au démarrage. Bon, on a fini par convaincre des personnes de nous financer, mais ça a été quand même vraiment des bouts de chandelle au départ pour faire sortir une première version qui ressemble à quelque chose. Bon, d'ailleurs, elle ne ressemblait pas à grand-chose. La levée de fonds, oui. Bah, on peut en parler 2 minutes. Effectivement, une entreprise, c'est une histoire d'argent. Donc,
une entreprise, c'est un bilan, c'est un compte de résultats, c'est de l'argent qui rentre, c'est de l'argent qui sort. Il faut faire tourner tout ça. Donc il faut soit avoir un modèle économique qui immédiatement génère du cash, ça c'est super. On trouve plus souvent ça dans le B2B d'ailleurs. Donc ayez ça en tête. Si vous voulez de l'argent B2B, si vous voulez une aventure plus compliquée, allez vers le B2C. je schématise, mais quand même, dans le B2C, vous allez avoir vraiment du temps avant qu'il y ait un retour sur investissement quand vous vendez des petits pouillèmes d'abonnements, etc. Et il en faut vraiment beaucoup avant que ça génère de quoi payer vos salariés, vos serveurs, etc. Ça peut scaler beaucoup et ça peut monter très haut, mais pendant longtemps, ça peut aussi rester très faible. Et donc, la levée de fonds s'impose. Donc, levée de fonds, c'est un grand mot, c'est plein, ça veut dire tout et n'importe quoi. Ça veut dire convaincre des personnes que votre projet est bon. Ça veut dire convaincre aussi que votre équipe est la bonne. Ce qu'on vend, c'est autant soi-même que son projet. Et ce qui fait briller les yeux de la personne qui va décider d'investir, c'est qu'elle se dit, voilà, ces trois-là, je pense qu'ils ont tout dans leurs mains pour réussir parce qu'ils ont des expertises complémentaires, parce qu'ils ont tel parcours, parce qu'ils ont connu telle aventure avant, tel échec éventuellement. On pense que c'est la bonne équipe pour réussir. Et après, est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que c'est le bon marché? Il faut être convaincant là-dessus. Donc il faut avoir construit effectivement un business plan et un discours crédible, clair, un pitch qui tient en 1 minute, même pas, qui résume très simplement. Nous, on a la chance, Spotify du livre, ça tient en 5 mots, donc c'était top, mais des fois, c'est un peu plus compliqué, mais il faut toujours arriver à en faire quelque chose de simple et d'attirant. Et puis après, il faut les rencontrer. Donc là, vous avez plusieurs étapes. Souvent, la première étape, c'est ce qu'on appelle les business angels. Donc là, vous allez passer par des personnes qui ont beaucoup d'argent. En France, c'est quand même beaucoup des personnes qui cherchent à défiscaliser. Donc, je le dis parce qu'on peut tourner en rond autour du sujet, mais en fait, c'est toujours le 10 juin que se fait l'augmentation de capital parce que c'est le moment où il faut faire la déclaration ISF et que c'est le moment où les personnes ont 90 000 € à défiscaliser. C'est comme ça. Donc là, il faut se faire repérer par ces personnes-là. Il y a plusieurs moyens. Nous, les 2 choses qui ont été les plus efficaces pour nous, ça a été de passer dans 3 minutes pour convaincre sur BFM et d'être sélectionné par le magazine Challenge dans les 100 startups sur lesquelles investir. Les 2 nous ont rapporté chacun 200 000 € d'investissement de personnes qui nous ont repérés, qui ont été convaincus. Et après, faut passer du temps. En fait, il faut passer énormément de temps. Et le problème des levées de fonds, c'est que vous ne faites pas ce que vous pensiez faire dans votre startup. Vous pensiez que vous alliez faire du commercial, que vous alliez faire du développement. Puis en fait, vous faites présenter votre business plan dans des bureaux à des gens qui vous essayez de convaincre d'investir. Après, il peut y avoir la chance d'avoir tout de suite quelqu'un qui a énormément d'argent et qui décide de vous le donner, mais c'est souvent pas la règle et souvent très long et très compliqué. Après, il y a des réseaux de business angels. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de faire des réseaux de business angels. Ça, c'est quelque chose de terrible. Je recommande pas forcément. Nous, on a perdu beaucoup de temps avec eux. C'est assez facile, en tout cas, d'aller pitcher devant eux, mais après, c'est beaucoup de palabres. En plus, ils vous sortent des conditions de fonds d'investissement. Si vous ne faites pas gaffe, en fait, si votre boîte marche, elle est pour eux. Si elle ne marche pas, c'est tout juste, il ne faut pas les rembourser. Donc, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Et l'étape suivante, c'est de convaincre les fonds, donc les fonds d'investissement, les fonds d'amorçage, qui eux vont être un petit peu la bouée de sauvetage de la startup, parce qu'une fois que le fonds a investi en série A, vous savez que d'une manière ou d'une autre, vous allez être porté jusqu'au break-even et que le fonds fera aussi ce qu'il faut pour vous accompagner, pour que vous trouviez votre marché et les partenariats qui vont bien. Et le fonds est assez difficile à convaincre, et très exigeant aussi. C'est à une étape quand même un peu ultérieure. De toute façon, la société a déjà un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliers d'euros. Elle a déjà souvent quelques exercices, elle a déjà une traction. Et là, il faut passer à l'étape où on dit, OK, on va développer complètement le modèle, on va internationaliser, on va passer à l'étape suivante. Et le fonds d'investissement, ce qu'il achète, c'est un peu la réussite, c'est un peu moins l'équipe. L'équipe, c'est plutôt les business angels qui achètent l'équipe.
Le fonds d'investissement, il achète le projet et la destination là où on veut aller, quoi. Donc nous, en l'occurrence, la première plateforme de streaming en France et en Europe. Ce qu'on est déjà, en fait, dans les faits, mais on promet une expansion à l'international sur l'Europe. Alors, lever des fonds, c'est pas obligatoire, hein. C'est-à-dire qu'on peut monter de très bonnes startups sans avoir recours aucunement à du financement. Alors, sur le B2B versus B2C, je suis pas d'accord. On peut ramer aussi en B2B parce qu'on a un produit nouveau et qu'il faut convaincre. Mais par contre, nous, comment on s'est financé au début? On a fait du conseil, tout simplement. C'est-à-dire que vendre du conseil, vous vendez vos compétences. Ça, c'est beaucoup plus facile à faire et puis ça rapporte tout de suite. Vous vendez, je ne sais pas, 500, 700 euros par jour. Vous travaillez 2 jours par semaine pour un client. Vous lui faites une belle appli mobile et puis le reste du temps, vous travaillez sur votre société. Donc j'ai vu beaucoup de startups démarrer comme ça. Et lever des fonds, ce n'est pas obligatoire parce que ce qu'il faut pour une société, et c'est trivial, mais il faut gagner de l'argent. Alors, le but d'une société, c'est gagner de l'argent. C'est bête à dire. La première fois que j'ai lu ça dans un livre qui s'appelle Le But, justement, je suis tombé des nues. Je me suis dit, mince, moi qui avais des idéologies de dire mais c'est que tout le monde soit heureux, etc., et d'apporter le bonheur dans le monde. Mais non. Le premier but, c'est de gagner de l'argent parce que si une entreprise ne gagne pas d'argent, elle ne continue pas. Alors après, elle peut en demander à des actionnaires, en demander à des fonds, etc. Mais ça ne dure jamais très longtemps si l'entreprise ne gagne pas d'argent. Et donc, le premier but, c'est d'être break-even. Et on peut arriver à être break-even sans passer par des fonds. Et c'est d'ailleurs très appréciable quand on veut se développer d'arriver à montrer, parce qu'on a bootstrappé, parce qu'on a fait des choses par soi-même, d'arriver à montrer à un fonds qu'on est arrivé à être break-even, ça facilite grandement les discussions. Et je dis attention, méfiance, on a une tendance à mesurer le succès d'une start-up à sa levée de fonds, en disant, voilà, tiens, telle start-up elle a levé 5 millions, 10 millions, je sais pas. Et moi, je me méfie beaucoup de ça, parce que c'est pas forcément un signe de succès, c'est pas forcément un bon signe que le business model est bon. Et puis, trop d'argent, j'ai souvent constaté que trop d'argent, ça causait des problèmes, parce quand on a de l'argent, on a tendance à le dépenser un peu n'importe comment. Donc, il faut... trop d'argent, pour moi, c'est un peu nuisible. Pas assez d'argent, c'est un peu embêtant aussi. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Voilà, pour continuer un petit peu dans cette discussion, je pense que voilà, nous aussi, on voit un certain nombre de startups ou d'entreprises aussi un peu plus âgées. Voilà, en tout cas, sur les entreprises en création, nous, ce qu'on voit beaucoup, hein, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est vraiment d'aller d'abord chercher des clients, tester votre produit, et après, éventuellement, vous allez demander de l'argent. Parce que souvent, en fait, nous, ce qu'on voit, c'est il y a un peu peut-être l'Eldorado, une certaine vision de se dire, tiens, très rapidement, je monte ma boîte, je vais lever 10 millions d'euros, et puis après, je vais créer le nouveau X, Y. Et puis après, la boîte ne vous appartient plus, en fait. Souvent, c'est ça. Il y a des gens qui vont beaucoup trop tôt, en fait, aller demander des fonds. Et après, à la fin, il ne reste plus grand-chose. Et ça, on en voit en fait tous les jours. Et du coup, nous aussi, c'est ce qu'on dit à des jeunes comme des moins jeunes. Hein, et de se dire, tiens, demain, voilà, vous montez votre boîte, faites aussi attention à ça. Testez d'abord votre produit, allez chercher des clients. Une fois que vous aurez prouvé que votre business model fonctionne, dans ce cas-là, après, il y a peut-être des gens qui vous feront confiance. Et vous serez plus en mesure de négocier. Parce que si vous n'avez rien et que vous allez voir un fonds, forcément, il va vous demander le maximum. Après, votre relation, en tout cas, votre pourcentage de négo, elle est quand même extrêmement limitée. Si vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas testé votre produit, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire attention aussi. Ouais, mon coach me dit souvent, l'argent a un prix. Et l'argent le moins cher, c'est le client. C'est-à-dire que le client, il te donne de l'argent et tu n'as rien à lui donner, sinon ton service. L'argent un peu moins cher, c'est
Un peu plus cher, c'est la banque. C'est-à-dire que vous allez voir la banque, elle vous prête 30 000, mais elle vous prend 0 de capital. C'est toujours votre société. Il faut un peu la rembourser, ok, d'accord. Et puis l'argent qui coûte vraiment cher, c'est le capital. C'est-à-dire que tout ce que vous avez, vous, quand vous créez votre boîte, c'est le capital. Donc, quand on crée sa boîte avec 1 000 euros de capital, on se dit, voilà, j'ai 30% ou j'ai 50%, ça vaut pas grand-chose. 50% ou même 10% de 10 millions, 5 ans plus tard, c'est plus tout à fait la même histoire. Alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent je préfère avoir 10% d'une boîte qui vaut 50 millions, ou je sais pas. Et d'autres qui disent je préfère avoir 80% d'une boîte qui en vaut 1 ou 2 millions. Donc, il n'y a pas de préférence. Mais en tout cas, faites attention à votre capital parce que c'est votre atout, quoi, ce que vous possédez. Je voulais aussi revenir, alors après on en a aussi un petit peu discuté là au début, c'était vraiment sur la création et de se mettre avec quelqu'un, en tout cas s'associer avec quelqu'un. Nous on a aussi beaucoup de retours de gens qui nous disent, de créateurs, ne créez pas tout seul, créez à plusieurs parce que vous serez plus crédible, ça sera aussi beaucoup plus simple. Alors je sais pas ce que vous en pensez, est-ce qu'on peut créer une boîte seul ou il faut forcément s'associer, mais voilà, un petit peu quel est votre point de vue là-dessus? Parlé, mais j'ai créé une boîte avant YouBooks en fait, à peu près 2 ans avant, tout seul. C'était les tout débuts de l'App Store. Je trouvais ça marrant ce truc-là. Il suffit de développer une appli, la mettre dans le store. Et donc j'avais créé une boîte, tout en étant salarié à côté. Et donc la boîte existe encore. D'ailleurs, elle s'appelle eContact Pro. C'est une boîte qui vous permet de scanner les cartes de visite. C'est une problématique de cadre sup quand on a trop de cartes de visite. Et donc de les scanner sur le téléphone pour qu'ils soient saisis dans les contacts. Et à la différence de toutes les autres applis existantes, là, c'était une saisie manuelle qui était opérée. En fait, il y avait une équipe à Madagascar qui, tous les soirs, saisissait les cartes. Et vous les receviez le lendemain matin, parfaitement saisies. Et ça a plutôt bien marché, en fait, parce que la valeur ajoutée, c'est que vous pouviez scanner 10 cartes d'un coup, enfin prendre en photo 10 cartes d'un coup, et elles étaient découpées, saisies. Et en fait, côté utilisateur, c'était super rapide d'opérer ça. Alors, j'avais un double problème. J'étais salarié à côté, donc je n'avais pas beaucoup de temps à y consacrer. Un triple problème, puisque je n'étais pas le développeur non plus. Donc, on retombe dans le problème dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que la moindre évolution était coûteuse et compliquée. Et puis j'étais seul. Et je pense que c'est celui-là qui était le pire. C'est ce qui m'a donné envie d'aller vers une expérience d'association. C'est que seul, c'est difficile de se challenger, c'est difficile de se donner le coup de pied aux fesses, c'est difficile de prendre le recul, tout ce dont on a parlé tout à l'heure. En plus, c'était une première expérience. Ce qui fait que les ambitions sont restées modestes. Et puis, assez rapidement, il y a d'autres startups qui sont apparues, qui ont eu la même idée ou qui ont carrément copié, puisqu'il y en a une qui s'est lancée dans la Silicon Valley, qui avait même déposé comme mot-clé eContact Pro pour être sûr de capter nos clients dans les moteurs de recherche de l'App Store, et qui ont été très très vite, qui se sont fait racheter par LinkedIn, etc., et qui ont eu des succès sur la même idée. Donc j'ai connu le fait de penser petit et de se faire doubler par des gens qui ont juste eu la démarche normale de la création de start-up, qui a son ambition et qui se donne un certain temps pour atteindre un beau développement. Je ne dis pas non plus que c'est impossible de réussir en étant seul. Le constat que je fais, c'est que les entrepreneurs qui ont réussi en étant seuls ont fini quand même par embaucher des personnes qui sont en situation de quasi-fondateur en termes d'échange et en termes d'interaction avec le dirigeant, et souvent d'ailleurs qui récupèrent des parts assez rapidement. Alors donc pas dans les mêmes proportions qu'un fondateur qui est là au début, mais qui se retrouve assez vite dans la tranche entre 5 et 10% de parts de la boîte pour être vraiment intéressé à l'ensemble du développement. Et donc finalement, assez rapidement, je dirais dans les 3 ans qui suivent, la plupart des boîtes que j'ai vues, elles ont un deuxième fondateur qui est arrivé en cours de route. Et c'est assez rare de rester seul tout le temps jusqu'au bout. Alors moi j'ai une anecdote sur les associés cofondateurs. La boîte qui était à côté de moi dans l'incubateur, il restait 3 potes. Et ça s'est mal passé.
Il y en a un qui n'était pas aligné sur la vision des deux autres. Ils sont plus potes. Et quand ça faisait 15 ans, c'était des amis d'enfance, ça crée un vrai problème ensuite dans leur relation. Et le copain me disait, pourtant on m'avait prévenu de ne pas créer ma boîte. Déjà avant, je l'avais fait et ça avait merdé. Là, j'ai refait, ça a remerdé. Il y a peut-être un enseignement à tirer. Et puis, on a parlé beaucoup de création, de l'entrepreneur, coach tout seul, etc. Mais je voudrais juste un peu élargir. Le milieu des entrepreneurs est un milieu formidable. C'est un milieu où l'entraide, elle est disponible, elle est naturelle, elle est gratuite. J'allais vous dire, moi, je vous donne mon mail, mon téléphone, vous m'appelez quand vous voulez et je vous répondrai à toutes vos questions, j'ai aucun doute là-dessus. Et c'est quelque chose que je croise tout le temps. C'est-à-dire il suffit de dire, bah voilà, j'ai créé ma boîte, et puis tiens, tu as créé ta boîte, et tiens, ouais, tu connais un tel, bah tiens, je te mets en relation, etc. Et le réseau d'entrepreneurs est quelque chose de très, très, très puissant. Voilà. Nous, on est d'ailleurs membre d'un réseau qui s'appelle le réseau Entreprendre, qui est vraiment excellent pour ça, pour créer des synergies entre les entrepreneurs. Et je suis totalement d'accord. On a tous des expériences à partager et des expériences à prendre des autres entrepreneurs. On a tous dû régler un certain nombre de problèmes, des fois des choses très concrètes. Et quand on est confronté à un problème, il y a souvent un entrepreneur qui est déjà passé par là, qui nous dit bah, il suffit de faire ça, ou il appelle machin. Et c'est très très simple. Il y a un autre sujet dont on n'a pas du tout parlé depuis le début. Alors bon, vous êtes tous très jeunes, mais qui me semble assez important, c'est la notion de la dimension familiale du projet d'entreprise. En ce sens que ça va avoir des impacts sur votre famille. Moi, j'ai créé la boîte, j'avais une femme et un enfant. Mon associé avait 2 enfants. C'est super important de bien se dire que ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. C'est quelque chose dont il faut parler, quelque chose qu'il faut partager. On va accepter pendant quelques temps de gagner beaucoup moins d'argent que ce qu'on gagnait en n'étant pas entrepreneur, ou que ce qu'on pourrait gagner en faisant d'autres choix professionnels. On va avoir une quantité de travail énorme qui va donner moins de disponibilité pour sa vie perso, ou en tout cas sur des créneaux bien précis. Moi, je suis témoin qu'on peut être papa poule et entrepreneur, donc c'est pas incompatible. Simplement, c'est timeboxé, on va dire. C'est vraiment quelque chose qui est... Et voilà, je veux juste le souligner parce que c'est aussi quelque chose qui peut créer de la tension si ça a été mal expliqué au départ, et si on n'est pas clair dès le début avec les personnes avec qui on vit sur ce qui se passe. Et il faut quand même se dire que c'est plusieurs années de vie qui vont être très très intenses. Quand j'ai été voir la personne qui m'a conseillé, enfin, quand j'ai été voir, j'ai discuté de la création de Fastorize, j'ai un ami qui m'a dit que c'est super comme idée, vas-y fonce. Et lui, il avait créé sa boîte 2 ans avant. Il m'a dit 2 choses. Il m'a dit 1, prends un coach, et 2, assure-toi que ta femme est d'accord. Et c'est les 2 choses les plus importantes que tu dois faire avant de créer ta boîte. Et je me rappelle qu'on a eu des discussions avec ma femme en disant mais c'est bon, et elle me dit ouais non mais c'est bon, vas-y fais-toi plaisir. Mais non, en fait non c'est pas ça, c'est pas juste fais-toi plaisir, c'est je veux que tu comprennes bien ce que ça veut dire, ce qui va se passer. Et aujourd'hui elle me chambre parce qu'elle dit que je fais un peu de bénévolat, et parce que bon voilà, on s'est pas payé pendant un moment. Mais donc, je pense que même... Et moi, j'avais mon Excel à 2 millions. Hein, donc, je lui disais, oui, il n'y a pas de souci. Tu vas voir, chérie, dans 2 ans, j'embauche un CEO. Et moi, j'ai les doigts de pied en éventail. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, elle m'a quand même bien charrié là-dessus.
Mais par contre, c'est comme dans les émissions de télé, respect pour elle, quoi. Est-ce qu'il y a des questions, personnes qui se posent des questions? Oui, là-bas. Bonjour. Bonjour. On parlait tout à l'heure des débuts de l'entreprise, la création, et qu'on ne devait pas s'associer avec ses amis, ou en quelque sorte. Non, c'est comme ça. Ou de la complémentarité des domaines. Et justement, je voulais savoir, nous, en tant que tech, comment on pourrait choisir quelqu'un qui serait, par exemple, commercial ou dans d'autres domaines, et avec qui on aurait... Je vais répondre à ta question. question de confiance, quoi. Alors, au début de Fastory, j'ai beaucoup réseauté. J'ai fait tous les événements de start-up, camping, machin, tout ça. Toutes les soirées d'événements. Et je croisais que des bises. Enfin, des gens qui avaient des super idées. Ils me disaient, mais tu connais pas un CTO, et tu connais pas un développeur, et tu connais pas un... Et chaque fois que je croise quelqu'un, on me dit ah mais je cherche un CTO, là ma boîte elle va cartonner, il faut que je trouve quelqu'un. Les techs en ce moment sont les gens les plus recherchés dans les startups. Donc il faut juste sortir. Voilà. Il faut juste sortir dans la rue et lever le bras et dire je suis tech et voilà. Non mais c'est vrai, enfin sérieusement, il suffit de faire 2-3 événements. Regardez c'est quoi ce site là, je sais plus, enfin bref. J'allais faire la même réponse sur le fait que les techs étaient très demandés et que le sujet c'est de trouver son CTO pour beaucoup d'équipes. Mais je pense que ta question c'était aussi comment s'assurer qu'on a le bon CMO ou le bon commercial ou le bon responsable marketing pour développer la partie client. Et là, il y a plusieurs choses à dire. Je pense que ce qui est essentiel, c'est d'avoir des personnes d'avoir une discussion sur l'expérience des personnes et de comprendre quel genre de parcours elles ont eu, et donc d'avoir des rencontres qui vont vous permettre de creuser un petit peu par rapport au projet que vous avez, si ces personnes ont eu des expériences qui sont compatibles. Ça paraît le point de départ, le point de base. Maintenant, le mieux de tout, c'est d'être capable de bosser un petit peu ensemble avant. Enfin, je dis ça parce que l'expérience que j'ai vécue ressemblait à ça, et donc c'est sûrement pas simple. Il y a peut-être, ça je sais pas, des échanges avec d'autres écoles sur des projets, et dans ce cas-là engouffrez-vous dedans parce que ça vous permet d'apprendre à travailler avec des personnes du marketing qui sont, je vous le dis tout de suite, pas du tout câblées comme vous. Enfin, on raisonne pas du tout pareil quand on fait de l'acquisition et quand on est côté dev, et donc c'est important parce que ça va partir dans des directions différentes. Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que les relations entre associés dans une start-up, elles passent à la paille de fer. Et donc, le moindre petit défaut des uns des autres va se révéler à un moment ou à un autre, parce qu'il va y avoir de la tension, il va y avoir des tas de choses qui vont se passer, qui font que ça ne restera pas enfoui comme ça peut être dans des relations un peu superficielles. Non, vous allez vivre quelque chose de très très fort. Et ça va se révéler. Donc c'est important déjà de travailler sur les valeurs et de vous assurer que vous avez des personnes avec lesquelles vous partagez les mêmes valeurs ou avec lesquelles vous partagez la même vision. On parlait tout à l'heure des 3 copains. Ça c'est classique qu'il y en a un qui n'a pas la même vision, pas la même ambition, pour qui la création d'entreprise n'a pas le même sens que pour les 2 autres. Et ça c'est voué à l'échec. Et donc le premier sujet, c'est de partager les valeurs. Le deuxième sujet, c'est les compétences. Et ça se teste. Donc, comme on peut tester les compétences d'un tech, on peut imaginer une façon de tester sur une personne qui a déjà eu des expériences commerciales. C'est assez simple. C'est quoi ses réalisations? C'est quoi les clients qu'elle a eus? C'est quoi son carnet d'adresses? C'est quoi les échecs qu'elle a rencontrés, etc. Des gens qui disent j'ai une idée, je cherche telle compétence.
Ouais, aujourd'hui, il y a plein de sites qui peuvent vous permettre de vous mettre en relation. Nous, au niveau de la CGPME Île-de-France, cette année, on teste aussi de nouvelles choses pour développer un petit peu l'entrepreneuriat. Donc là, ce qu'on fait aujourd'hui, on va le dupliquer en fait dans d'autres écoles qui ne sont pas forcément des écoles à dominante informatique, mais aussi dans le domaine commercial, dans des écoles de commerce, auprès d'étudiants en marketing, etc. Et l'idée aussi de ce projet de cette année, c'est de repérer en fait des jeunes comme vous qui auraient envie de créer et puis après de les mettre en relation avec aussi d'autres étudiants de d'autres écoles. Alors on peut voir un groupe comme là de 20-30 personnes, se dire tiens, il y en a qu'un qui se dit tiens, moi j'ai envie de me lancer dans un projet entrepreneurial et qui fait peut-être du marketing. Et puis après, on va voir un autre établissement, on va dire tiens, moi il y a deux commerciales qui disent tiens, moi aussi j'aimerais créer une boîte. Et puis à un moment donné, on va vous fédérer et de voir de quelle manière un peu peut-être la mayonnaise peut prendre et il peut avoir peut-être un projet derrière. Après, je pense que vraiment c'est aussi une relation de confiance et puis un feeling qui se passe entre les personnes au-delà de l'aspect aussi compétence de chacun. Je pense que c'est pas toujours simple de trouver la bonne personne, mais après il faut aussi, je pense après le plus dur c'est de sauter le pas. Je pense ça arrivé peut-être à de nombreuses personnes et moi j'ai pas eu ce courage à un moment donné de me lancer malgré un certain nombre de projets. Donc voilà, donc après nous en tout cas c'est ce qu'on va essayer de mettre en place cette année. Et puis après voilà, il y a plein de partenaires sur lesquels on peut aussi nous vous orienter et vous aider. Et après l'idée c'est vraiment aussi l'idée de la CGPME, c'est de rompre l'isolement, c'est de faire en sorte qu'à un moment donné on va vous mettre en relation et comme on disait aujourd'hui l'échange est simple. On n'est pas là, j'allais dire, moi je connaissais pas Fabien il y a une heure, je connaissais pas Stéphane non plus, et pourtant aujourd'hui on est là, on est devant vous. Donc voilà, aujourd'hui tout est vraiment simple, les gens sont globalement voilà, assez ouverts, chacun voilà, a un réseau, et nous l'objectif c'est vraiment voilà, de se dire tiens, si vous voulez qu'on vous aide aussi sur le business plan, nous on a des partenariats avec KPMG, si vous voulez vous aider un peu sur le mentoring, vous êtes jeune, on travaille aussi avec le Mouv'J, je ne sais pas si vous connaissez, si vous voulez chercher des financements, voilà, on connaît très bien le réseau Entreprendre ou Paris Initiative Entreprise. Si vous voulez aller encore plus loin, il y a encore d'autres choses. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de se dire, vous n'êtes pas tout seul, il y a des acteurs qui existent, vous pouvez venir nous voir, on ne va pas vous demander tout de suite 300 € après, mais donc voilà, donc l'idée c'est vraiment à un moment donné de se dire tiens, lancez-vous. Après, je sais pas aujourd'hui quels sont vos freins ou qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez peut-être peur de vous lancer ou est-ce que vous souhaitez finir votre cursus avant de vous lancer. Mais voilà, mais en tout cas aujourd'hui on est là, tout le monde est accessible, c'est assez simple. Et après à vous voilà, de vous lancer si vous le souhaitez. Je voulais, si vous me permettez, je voulais faire part de mon expérience parce que tout ce que vous avez évoqué est hyper intéressant. Et il s'avère que donc aujourd'hui, moi, je travaille également à la CGPME. J'ai une position de salarié, mais il s'avère que j'ai créé moi aussi mon cabinet de conseil et de formation à l'époque. Alors on n'était pas du tout sur des métiers du numérique. J'étais sur un modèle beaucoup plus classique, mais j'étais en SARL, actionnaire majoritaire, travailleur non salarié, donc aucunement protégé. Mais j'ai retrouvé pas mal de choses que vous avez partagées, notamment j'avais un associé sur le choix de l'associé qui est quand même assez fondamental, je dirais, parce que une association c'est bien souvent plus contraignant qu'un mariage, on me l'avait dit avant. J'ai pu le constater. Le choix de l'associé est fondamental pour moi. Il faut vraiment partager des valeurs communes, avoir des visions à moyen long terme communes, histoire que vous puissiez vous assurer que c'est pas juste des gens qui ont la même idée et qui ont temporairement l'idée d'avancer ensemble. Ça va un peu plus loin que ça. Je vous dirais que une fois qu'on a goûté à l'entrepreneuriat, il est très difficile de retourner dans une position de salarié quand on y a goûté. On n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc moi, je ne m'interdis absolument pas, loin de là, d'y repiquer à un moment donné dans mon existence. Donc je vous encourage vraiment à entreprendre cette voie pour le coup, puisqu'en plus vous êtes dans une espèce de position un petit peu en ayant le savoir-faire technologique aujourd'hui à l'ère du numérique, où vous êtes quand même voilà, dans une position assez confortable à ce niveau-là, à mon sens.
moi qui n'ai que des compétences commerciales, je sais que demain, pour me lancer dans le monde du numérique, j'aurai besoin de ressources comme vous. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à entreprendre dans cette voie-là. Voilà. Vous voulez quasi tous créer une entreprise, hein, presque tout le monde a levé la main. Qu'est-ce qui vous en empêche ? Pour mon histoire, moi j'ai été salarié pendant 4 ans. Et en fait, à la base, je me suis engueulé avec mon chef. Donc c'est pour ça que je me suis barré, en fait, simplement. Et je devais créer l'entreprise. Et j'étais là, j'avais commencé les recherches, j'avais commencé à savoir comment faire, essayer de démarcher un petit peu, de regarder ce que j'étais capable de faire et tout. Et dans cette optique-là, je suis venu à 42. Dans cette optique-là, je voulais voir mon niveau. Et dans cette optique-là, je suis resté. Tant qu'à faire. Avoir une bonne formation et tout ça. Donc, en gros, je fais le cursus et à la fin, je me barre, je crée ma boîte et puis j'essaie de monter. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien qui m'en empêche. C'est juste que j'attends un peu. Il y a eu des retours des stages de ceux qui étaient qui sont entrés à l'école en 2013 justement, et on a, je crois que c'est 4% des personnes qui ont créé leur entreprise véritablement, donc il devait être sur 500 personnes, 500, 600, peut-être sur un autre plus. Ça doit représenter donc 5 x 4, 20 une vingtaine de startups qui ont été créées l'année dernière pour nos périodes de stage justement. Sans compter les personnes en plus de 42 qui les ont rejoints dans leur création de stage. Donc oui, je crois qu'ils ont tous coulé au final, si je me trompe pas. J'ai entendu dire qu'il y en avait un qui restait encore, mais que sinon tout le reste avait coulé. Tout bien, c'est encore une fois échouer, reprendre à chaque fois. Mais oui, vu qu'on a une formation très ouverte, on peut prendre une pause d'1 an pour faire une entreprise, monter un truc. Et puis si ça marche, tant mieux, on n'a plus forcément besoin de revenir à l'école après pour apprendre des trucs, on se lance sur une entreprise et c'est cool pour nous. Et puis si ça marche pas, on vient, on reprend quelques cours dans une autre techno et on refait ailleurs. Exactement. Justement, moi, par rapport au stage, j'ai choisi d'entreprendre à la place. Donc je me suis dit, c'est parti, on s'éclate, on va créer une société. J'ai déposé des statuts en septembre. Au final, j'ai eu beaucoup de soucis. J'ai eu ma société qui a été créée seulement en décembre. Donc ça a mis 4 mois. Donc au final, c'est pas si simple, créer une société en France. L'administration est assez terrible. Moi, j'ai été parti... Qu'est-ce qui a fait que ça a pris autant de temps ? Pourquoi des soucis administratifs. Alors à chaque fois, on m'a réclamé, donc c'était un papier, donc c'était parce que moi je vivais encore chez mes parents, donc ça a été dans le sud, parce que moi je suis du sud. Donc la première erreur, c'était il fallait une lettre. Ma lettre était pas correcte pour dire que j'habitais chez mes parents. Enfin, il y avait un souci de ce côté-là. Donc là, ça a redécalé. Ensuite, le deuxième problème, c'était la lettre comme quoi on signe. C'était le formulaire comme quoi on signe qu'on n'a jamais eu de souci avec la justice. Et c'était exactement la même chose, sauf que c'était pas le bon formulaire, il avait changé, il y avait une mise à jour, donc c'était exactement le même formulaire, mais bon, c'était pas le bon. Du coup, ça a reperdu du temps. Un souci aussi au niveau, pareil, enfin voilà, des trucs assez bidons. Et j'ai quand même commencé, donc moi je me suis dit, on est des développeurs, en ce moment il y a vraiment une demande assez énorme, et je me suis dit, je vais externaliser le savoir-faire des développeurs. Donc j'ai fait beaucoup de networking et tout. J'ai rencontré une personne qui voulait créer une société de crowdfunding. Donc lui, il était dans l'immobilier, avait déjà une société et tout. C'est parti. Donc avant même d'avoir ma société créée, j'ai commencé à bosser avec lui. On s'est vu. Bim, une maquette, un rapport d'études, etc., un devis. On va se voir et tout. Au final,
ça s'est pas fait, quoi. Donc il n'a pas eu, parce qu'aujourd'hui, créer une société de crowdfunding, il faut énormément d'autorisation vis-à-vis de l'AMF et tout. Donc voilà, donc ça a foiré. Après, j'ai rencontré une femme qui a une organisation européenne assez énorme. Son mari avait créé, c'était lui qui avait créé Erasmus. Et ce qu'ils voulaient, eux, donc c'était une application. Pareil, on s'est vu plusieurs fois à Skype et tout, pour au final qu'elle me dise, écoute, je pense qu'on va se concentrer sur le développement de notre site. Ils avaient déjà un site. Donc voilà, donc là j'ai arrêté, j'ai dit bon, là il me faut un peu de sous quand même, parce que je suis en train de perdre du temps au lieu de faire un stage, et je suis parti sur un autre délire, c'est que j'ai un cousin à moi qui est électricien, et donc il s'est mis à son compte, il me parlait de LED, combien les acheter, et je suis allé sur Alibaba, j'ai surfé un peu et tout, et je me suis mis à acheter des LED en fait. Donc voilà, on a commandé des centaines de LED, donc c'était des modèles GU10, donc c'est les plus répandus, c'est les plus utilisés. Et moi, en les achetant sur Alibaba, je l'ai touché un peu moins de 4 euros, quand lui, elle lui revenait à 12-13 euros. Donc voilà, donc on s'est mis à vendre des LED comme ça. Donc voilà, c'est parti un peu n'importe comment. Donc c'est pour ça que donc je pense qu'il faut vraiment bien réfléchir. Et donc là où on en est, tout ça, bon, bien sûr, ça s'est fait n'importe comment. Donc il n'y a rien qui a été déclaré par rapport au LED et tout. Ça c'est... bon, j'ai eu de l'argent, certes, mais donc là, je me retrouve avec une société. Les objets sont assez multiples, je peux faire beaucoup de choses, parce que justement, j'avais bien bossé les objets et je voulais pas me bloquer par rapport à un secteur, un service. Donc, je peux faire plein de choses, mais là, j'ai une société pour l'instant où il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut bien quand même réfléchir à ce qu'on veut faire avant de se lancer. Et voilà. Non, il n'y a pas d'argent qui sort parce que là, pour l'instant, il n'y a pas besoin. Mais bon, justement, c'est la question que je voulais vous demander. C'est comment est-ce qu'on fait quand on se retrouve avec une SASU donc, qui a été officialisée parce que j'ai déposé mes statuts donc, en septembre. Et au final, donc en décembre, donc elle a été créée. Comment est-ce qu'on fait avec une société qui est comme ça? Combien de temps on peut rester dans cette situation sans rentrer d'argent en fait et être moi j'ai toujours ma SASU et elle ne rentre pas beaucoup d'argent exceptionnellement. Je fais une mission à droite à gauche et le problème c'est que posséder une société ça coûte. Donc il faut payer des assurances, il faut payer des tribunaux, enfin publier ses comptes, etc. Enfin bref, ça coûte, c'est un enfer. Enfin, sans rien faire. Ouais, enfin non, pour une SASU, il n'y a pas besoin. Mais ça coûte. Donc en fait, il faut au minimum rentrer un truc comme 1000 balles ou 2000 balles par an, quoi. Mais parce que vraiment, ça coûte. Mais rien que d'ouvrir un compte en banque, les banquiers, parce que vous êtes pro, ils se servent. C'est pas très compliqué pour vous de rentrer 1000 euros en prestation. Donc vous avez vraiment cette force-là. De pouvoir assez facilement trouver des missions ici ou là et le faire. Maintenant, dans ton retour d'expérience, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu le sentiment, alors tu me diras si je me trompe, que tu as beaucoup pris des idées qui venaient de l'extérieur, en fait, que tu n'as pas vraiment suivi. Pas vraiment, non, au passion contraire. toi. Moi, je voulais vraiment. L'idée de départ, c'était ça. J'ai vu qu'il y avait vraiment une demande par rapport aux développeurs. On est constamment sollicité, nous on le voit sur notre page Facebook et tout, ça arrive, les demandes elles arrivent et j'ai dit bon bah voilà, j'ai pas envie de faire une web agency, c'est les trucs classiques, même si ça ressemble. J'ai dit comme une expérience, j'avais vu une boîte s'appelle AK Technologies où vraiment eux ils externalisent le savoir-faire de leurs ingénieurs et tout, je vais faire pareil avec les développeurs. Donc j'ai pas envie de trouver des sites web et tout, des trucs bidons, je veux faire des gros projets. Donc à force de rencontres, j'ai eu un premier shot pour une plateforme de crowdfunding qui était un beau projet. Mais entre le point d'arrivée et le point de départ, bon voilà quoi, c'est long, au final on le fait pas. Après c'était aussi une belle organisation européenne, on peut aller sur le net, Wikipédia, c'était super. Tout avec le relationnel, mais bon, encore une fois, à la fin, ça s'est pas fait. Donc, alors oui, on peut trouver des petites missions et tout, mais bon, ça c'est du temps. Aujourd'hui, la première ressource, c'est le temps. Donc voilà. Donc, je sais pas, moi je voulais faire un truc intéressant. Maintenant, j'ai vu que le concept n'était pas assez fort. Je suis parti sur autre chose à côté parce qu'il me fallait un peu de sous.
Et voilà, et puis là je suis encore en train de retravailler, je suis encore sur de nouvelles idées, mais voilà, c'est encore mes idées bien personnelles, et justement moi j'ai souci là, j'ai beaucoup trop d'idées, et je me disperse beaucoup trop, et c'est vrai ce que vous avez dit, je pense que c'est exactement votre phrase là, just fucking do it, bon c'est clairement ça quoi, donc... Moi si je peux revenir... Si je peux revenir sur la phase où nous, on a cherché un petit peu sur quelle idée on allait se lancer, pour moi, de toute mon expérience professionnelle, c'est un des moments les plus géniaux que j'ai jamais vécu, parce que tu sais que tu vas créer une boîte, tu sais que tu vas te lancer, tu sais qu'a priori tu as une grosse ambition et tu sais pas encore sur quoi. Et on a brassé des tonnes et des tonnes d'idées. On est passé à travers plein de filtres. Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a des clients? Est-ce qu'il y a des concurrents? Est-ce que ça peut faire du sens et tout? C'est génial parce que du coup, tu te mets en tour d'observation sur tout ce qui se passe. C'est quoi les trucs du moment? C'est quoi les tendances? Où on en est aujourd'hui dans l'état du mobile, etc. C'est quoi les trucs qui émergent? Là, par exemple, moi, en ce moment, le truc que je regarde, c'est tout ce qui se passe du côté de la réalité virtuelle. Toute évidence, il y a un gros truc qui est en train d'arriver, qui n'est pas encore là, mais qui est en train d'arriver. Donc, il va y avoir des choses. Et à un moment donné, voilà, tu filtres et tu te mets des critères objectifs, parce que comme on dit, on va faire du business, donc objectif. Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a vraiment une place à prendre? Est-ce qu'il y a une idée qui n'a pas encore été exploitée? Qu'est-ce que ça pourrait rapporter? Tu poses quelques chiffres. Et puis à la fin, tu vas voir que naturellement, il va rester des trucs de plus en plus solides, quoi. Et là, tu dis, ok, c'est celui-ci, j'y vais. Et puis, Mais évidemment, il faut que tu sois convaincu, passionné, convaincu. Enfin, il y a un moment où ça doit rejoindre des passions personnelles. Nous, le livre, si on n'avait pas été des grands lecteurs, même si on avait objectivé qu'il y avait un moment où c'était le bon moment d'aller sur le livre, je pense qu'on ne l'aurait pas fait. C'est parce qu'on avait aussi un attachement à la lecture qu'on a voulu aller sur ce projet-là, quoi. Merci. J'ai une question un peu différente. Est-ce que vous pensez que pour un projet, on peut se baser sur un besoin qu'on a soi, en fait? C'est-à-dire que d'abord, constater le besoin, voir que l'offre n'existe pas, oui. et chercher après le besoin. C'est très classique, extérieur. Ça, hein. Oui. D'après ce que j'ai compris, c'est un peu ce que vous avez fait, parce que vous trouviez que c'était trop lent les sites internet, et du coup vous vous êtes dit autant les faire tourner plus vite, quoi. Mon premier projet sur la carte de visite, c'est exactement ça. Je trouvais ça juste un truc qui manquait, qu'il fallait faire, et je l'ai fait. Et si tu regardes un petit peu les histoires d'entrepreneurs, il y en a des tonnes qui ont voulu répondre à un besoin qu'ils avaient. Ils ont vu que ça n'existait pas, ils ont décidé de le faire. Maintenant, c'est pas parce qu'on a une frustration qu'il y a un marché mondial derrière. Donc ça vaut le coup quand même de se poser la question. Mais voilà, de toute façon, dans cette phase où on est à la recherche de la bonne idée, ce qu'on disait aussi à un moment, il faut faire circuler auprès d'un maximum de personnes, sans avoir peur de se dire ils vont me la piquer ou je sais pas quoi. Les idées, ça se dépose pas comme des brevets, hein. Tout le monde peut les avoir. C'est assez simple de vérifier s'il y a un potentiel derrière. En tout cas, partir d'une frustration ou d'un besoin qu'on ressent, ça me paraît le meilleur moyen d'être passionné par le projet qu'on va créer, quoi. Voilà. Et surtout, là, comme on disait tout à l'heure, et comme tu disais, c'est vraiment tester-le, en fait. C'est vraiment aller poser la question à des personnes qui peuvent être vos clients demain, en essayant de voir est-ce que entre ce que vous pensez et aussi la réalité, parce que des fois il peut y avoir un écart, et de se dire tiens, est-ce que la personne est réceptive, ou en tout cas démontre un intérêt pour ce qui peut arriver, même si vous êtes déjà peut-être très avancé par rapport à une certaine réflexion de la personne, mais déjà de voir est-ce qu'il y a un intérêt. Je pense que, en tout cas, je pense que c'est la force, elle est, à mon avis, elle est vraiment là-dessus. On a créé la boîte en juillet, mais on travaillait déjà sur le projet depuis quasiment le mois de mars. Et en mai et juin, on a organisé 2 focus group avec des gens qu'on connaissait, mais pas forcément très très bien, pour tester l'idée. On avait fait une espèce de maquette complètement basique de à quoi pourrait ressembler une appli de lecture en illimité, avec de la pub, etc. Et on avait défini un certain nombre de questions, et on a eu... en 2 réunions comme ça, énormément de retours.
Et donc du coup, les personnes étaient informées très très finement de ce qu'on s'apprêtait à faire, du coup, mais c'était super riche et ça nous a vraiment orienté sur ce qui était prioritaire à développer, etc. Et du coup, le mieux, c'est d'abord de se pencher sur son idée et de commencer enfin, du coup, en tant que tech, à développer son truc et de créer après son entreprise, plutôt que de créer alors moi, quelque ma chose sans recommandation, vraiment je ne sais pas si tu partageras, c'est quand même de la créer relativement tôt, parce que j'ai aussi connu des échecs d'entrepreneurs parce qu'ils n'avaient pas créé leur société, qu'ils avaient commencé à développer, ils avaient commencé à commercialiser, etc. Puis finalement, la répartition des parts, elle n'avait pas été complètement définie, la société n'avait pas été créée. Et puis au moment où il faut rentrer dans le dur, et chacun avançait des frais dans son coin, moi je ne recommande pas ça. Donc à un moment donné, créer sa boîte, comme on l'a dit, c'est normalement, tu as cumulé les problèmes. Normalement, c'est vraiment simple. Tu peux créer avec 1000 € ta société ou même pas. Donc moi, je recommanderais de le faire assez tôt. Par contre, voilà, tu peux garder une discussion ouverte avec tes associés en disant, voilà, par exemple, je sais pas, on est 2, on se met à telle répartition du capital, mais on prévoit qu'il pourrait y en avoir un 3e et qu'on céderait de la place, ou tu prends telle partie du capital parce que pour l'instant, tu n'es pas à 100%, mais quand tu reviendras à 100%, tu auras telle part. Enfin, c'est pas figé dans le marbre nécessairement, la répartition, mais le faire tôt, en plus, ça crédibilise toute l'aventure, quoi. Vous êtes passés tous les deux par des incubateurs, c'est ça? Oui. Ouais. Et quel avantage vous en avez tiré, en fait? Alors, nous, on a commencé dans un grenier, pour la petite histoire, voilà, ça c'est le grand classique. Ensuite, au bout de 6 mois, on est parti dans un accélérateur, Dojo Boost, pour ceux qui connaissent, qui nous a permis d'être au contact de plein d'autres startups, d'avoir un coach, d'être très orienté justement sur la réalisation d'un business plan, etc. Cette partie-là de l'expérience nous a un peu laissé sur notre faim, c'est-à-dire qu'on avait cru qu'en allant là, on allait engranger une première levée de fonds rapidement et se retrouver un peu propulsé en visibilité et autres. Ça n'a pas été à ce niveau-là et ça nous a coûté un peu cher au final, puisqu'on avait lâché 5% du capital pour faire ça. On l'a un peu regretté, quoi. En revanche, l'incubateur de la ville de Paris où on est allé, donc c'est Paris Pionnière, donc puisque Hélène était une femme, on avait le droit de rentrer chez Paris Pionnière. Après s'être fait rejeter par un autre incubateur, le premier sur lequel on avait postulé, qui était le Labo de l'édition, un incubateur qui est spécialisé sur les startups dans le domaine du livre numérique. On s'est dit, bah, c'est pour nous. Et en fait, non. Ils ont dit, non, ça ne marchera pas, votre truc. Bon, résultat, les 12 premières startups qu'ils ont fait rentrer sont mortes. Nous, on est encore là pour en parler. Paris Pionnière, là, on a vraiment appris des choses. On a eu un très bon accompagnement. Les interactions avec les autres startups, ça, c'est vraiment important, sont essentielles. On est tous à peu près au même niveau en train de se dire c'est quoi mon référencement SEO, comment je fais mes pubs sur Facebook. Enfin, on est tous un petit peu dans les mêmes problématiques les uns les autres, donc on se file plein de tuyaux. Le midi à la cantine, on partage tous nos problèmes et ça c'est vraiment très très bien. Ceci dit, voilà, passer une certaine taille, je dirais au-delà de 6-7 personnes dans l'équipe, ça devient compliqué et c'est pas plus mal de pouvoir aller pour le coup se prendre ses propres locaux. Nous, on a eu la chance, avec une levée de fonds, d'avoir les éditions Atlas qui avaient un plateau de 100 mètres carrés disponible et de pouvoir aller chez eux pour moins cher que l'incubateur et sur les Champs-Élysées. Donc, on a pris. Alors moi aussi, mon expérience est assez mitigée. Et elle dépend beaucoup de l'incubateur. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans un incubateur qui bouge beaucoup ou dans un incubateur où il ne se passe pas grand-chose. Donc il faut bien faire la différence entre incubateur et accélérateur. Les accélérateurs vous prennent du capital, donc entre 5 et 7%, pour vous accélérer. Et ce n'est pas toujours le cas, parce que ça dépend de leur business model. Donc
Il y a des accélérateurs connus, The Family, Le Camping, Dojo Boost. Qui c'est qu'il y a d'autres encore 50 Partners, par exemple. Et ils ont des politiques différentes. The Family a une politique où je prends tout ce qui bouge. Et donc, ils ont 200 startups. Mais j'imagine que le suivi doit être un peu plus light. Et 50 Partners a, au contraire, 6 startups par an. Donc, avec un suivi un peu plus poussé. Dans les deux cas, l'idée, c'est de proposer des services pour vous aider. Donc, vous faire rencontrer des experts comptables, des gens de la finance quand vous ne comprenez rien à la finance. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais ça, c'est assez limité. Et puis, j'ai connu aussi l'inverse où les gens croulaient sous les interventions. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un incubateur et puis tous les 3 jours, il y avait une conférence machin, une conférence truc, il fallait y aller. Et donc, du coup, business, c'était la moitié du temps. Donc, moi, j'ai un avis mitigé. Et j'ai un avis d'autant plus mitigé que mon expérience n'était pas extraordinaire. Et en général, ces incubateurs-là, en tout cas ceux de la ville de Paris, profitent d'une subvention qui s'appelle le PIA. Donc la ville de Paris, avec Oseo derrière, enfin BPI France derrière, vous donne 30 000 euros. Et sur ces 30 000 euros, vous en donnez une partie à l'incubateur. Et donc, moi, j'ai un sentiment assez mitigé de on vit un peu sur la bête, quoi. Donc, je suis pas super satisfait de ce truc-là. Mais par contre, alors pour le coup, j'ai croisé énormément de potes maintenant dans les incubateurs. On dit que pendant la ruée vers l'or, ceux qui ont fait fortune, c'est ceux qui vendaient les pelles et les pioches. C'est un peu pareil autour des startups. Donc il y a plein de monde qui gravite autour des startups, qui vont vous proposer des services, des machins, etc. Et en fait, c'est leur modèle. Et ils marchent. Et leur boîte marche bien, quoi. Donc il faut faire attention. Je parlais tout à l'heure des réseaux de business angel. Effectivement, il y a plein de dispositifs qui vous attirent et qui viendront vous voir de façon... Enfin, vous allez être démarché et vous allez être séduit par des personnes qui vont de toute façon vous proposer des services en vous disant avec moi, de toute façon, c'est garanti, tu vas là, moi je t'emmène là, etc. Donc il faut garder la tête froide, il faut trier, il faut se renseigner. Comme on dit, les entrepreneurs sont très ouverts. Donc, si vous venez parler à un entrepreneur qui est passé par l'incubateur, il vous dira exactement ce que vous pouvez en attendre. Donc, c'est pas très compliqué de retrouver les anciens de l'incubateur et de regarder et d'aller leur parler. Il y a effectivement un écosystème assez... j'ai l'impression qu'il y a des fois, il y a plus de gens autour des startups que de startups. Et notamment, il y a beaucoup de gens qui vous proposent de vous aider pour les aides à l'innovation. Et alors ça, c'est un truc... donc, ils vous disent, voilà, on va monter un dossier de crédit impôt recherche ou je vais vous aider à devenir JEI et puis je me rémunère là-dessus. Mais finalement, ce qu'on découvre, c'est que c'est sans garantie de résultat. C'est-à-dire que moi, je vous ai aidé et je vous ai mis à disposition des moyens. Mais bon, si vous n'avez pas le CIR, tant pis, quoi. Donc, nous, on n'a jamais fait appel à ce genre de cabinet, mais pourtant, Dieu sait qu'on a été sollicité. Voilà, et en même temps, il y a des personnes avec qui il est bon de s'associer. On a vraiment fait des rencontres qui nous ont accéléré, donc ça existe aussi. C'est juste qu'il faut du discernement, il faut trier, et puis il faut essayer de rester focus, hein, c'est ce qu'on dit depuis le début. Donc on peut passer aussi beaucoup de temps à se disperser en rencontrant, etc. Pour revenir sur un dernier intérêt des incubateurs, c'est qu'aussi il y a un processus de sélection à l'entrée qui vous contraint et qui vous oblige un petit peu à mettre un peu au carré toutes vos idées, comment je pitch, c'est quoi mon business plan, mon business model. Voilà, ça va être le premier moment où vous allez être un petit peu obligé de sortir du bois en termes de formalisation de votre aventure. Et si votre truc s'énonce pas bien, si on ne comprend pas, si au bout de 5 minutes que vous parlez, les gens on le regardent dans le vide et n'ont pas compris ce que vous faites, ça va être compliqué. Donc ça veut dire qu'il faut retourner travailler pour rendre tout ça compréhensible par tout le monde.
Moi, c'était juste pour revenir par rapport à la différence entre accélérateur et incubateur. Vous avez dit un accélérateur, donc ça va être typiquement The Family, ils vont prendre de l'equity. Mais un incubateur, ça va être quoi alors, un incubateur? L'incubateur, voilà, il va Ah prendre, ok, d'accord, donc il on le paye. va prendre un loyer, Ok, c'est d'accord. un hôtel. Quoi. Donc, ok, par contre, ils prennent pas d'equity, mais on va les payer pour se faire encadrer. Mais Ok, on va les d'accord, payer c'est sur ça une que- subvention. Donc en l'occurrence, du Ok, coup, d'accord, c'est ce que je sais pas. Ça marche, merci. Et une deuxième partie, c'était plutôt tout ce qui est, on va dire, juridique ou légal, etc. Enfin, par rapport à que ce soit l'idée ou par rapport à la société, ça se passe comment? Parce que c'est assez compliqué en soi comme domaine. Donc, Moi, j'avais la chance d'avoir un pote avocat. Donc, contre un bon barbecue, j'avais les statuts de ma boîte et des trucs comme ça. Sinon, il y a pas mal de sites, comme tu disais, où il y a des trucs pré-mâchés, donc pour créer ta boîte, enfin sur un certain nombre de choses. Voilà. Chez les incubateurs, tu peux faire des rencontres, donc c'est pareil, le mec va venir te faire une présentation, comment faire tes CGU pendant 1 heure, mais enfin à la fin il te file sa carte et si tu en veux plus, tu payes. C'est vrai que le legal c'est assez cher. En ce moment, moi je suis en train de le vivre parce qu'on est dans un espèce de tumulte autour de la légalité des offres, de ce qu'on fait. Et du coup, on a été obligé d'embaucher une lobbyiste et 2 avocats. Ça nous coûte extrêmement cher. Ceci dit, en début de projet, on n'a pas fait beaucoup de dépenses de legal, quoi. De toute façon, tu as 2 choses. Tu as les statuts. Donc là, les statuts, tu trouves des modèles. Si tu veux, je t'envoie mes statuts. Rien d'extraordinaire. J'en ai écrit 2. C'est quelqu'un qui me les avait passés. Je les ai adaptés. Voilà. Bon. Et la deuxième chose, ça peut être la propriété intellectuelle. Et ça, il y a un moyen très simple de se blinder en France. C'est l'INPI, bien sûr. Et l'INPI a un mécanisme qui s'appelle l'enveloppe solo, qui ne sert pas à déposer une marque, un brevet ou quoi que ce soit, qui sert juste à dire, à tamponner en disant moi, j'ai eu cette idée à un moment donné. Et si quelqu'un vient me chercher des noises, peut-être que je peux ressortir cette chose-là et éviter des problèmes. Donc, moi, je suis anti-brevet, mais n'empêche que j'ai posé une enveloppe solo dès que j'ai eu l'idée, juste pour que dans 1 an, 2 ans, je n'ai pas un gros Américain qui vienne et qui me dise attends, moi j'ai posé un brevet là-dessus, arrête ton bise là tout de suite. Voilà. Et ça, c'est pareil, ça se fait en ligne. J'ai écrit 4 slides, j'ai commandé mon enveloppe solo, c'est vraiment une enveloppe. J'ai mis les slides dedans et je les ai renvoyés à l'INPI. Voilà. Ouais. Nous, sinon, après, une fois que l'entreprise est créée, nous, on a aussi des permanences qui sont gratuites, des permanences INPI au sein de la CGPME Île-de-France, CGPME Paris. Vous pouvez venir aussi rencontrer une personne de l'INPI qui pourra vous donner un certain nombre d'informations sur le dépôt de votre marque ou de voir si vous pouvez utiliser le nom, etc. Parce que des fois, il y a un certain nombre de noms qui sont déposés et vous n'avez pas forcément le droit de le faire aussi. Donc, voilà, donc sachez que nous, en tout cas, vous avez la possibilité de le faire. Nous, on est un peu le hub des entrepreneurs, j'allais dire. Moi, je me qualifie souvent comme ça. On est une organisation patronale, bien sûr. On a un travail de lobbying qui est important, mais après, derrière, on est aussi une sorte de hub. Et voilà, quelle que soit la question, on est capable, nous, de vous renvoyer vers des gens. Et on ne va pas vous renvoyer vers des gens qui vont vous facturer 2-3 000 euros pour vous donner la réponse. Généralement, ça va être gratuit. Et voilà, mais au moins, on peut vous aiguiller vers des personnes ou de se dire, tiens, appuyez-vous sur tel et tel réseau, allez voir telle personne de notre part, etc. Pour vous donner des premiers conseils. J'allais dire, ça, c'est aussi possible, quoi. Ouais. Non, mais rien de plus. En fait. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, après, comment vous voulez qu'on procède là ? Si pour ceux qui souhaitent rester en contact avec nous ou qui souhaitent échanger par la suite, vous voulez qu'on procède comment ? Est-ce qu'on peut vous mettre un petit message sur votre intranet ? Je sais pas, je vais voir. Est-ce que c'est comme ça que vous fonctionnez généralement ou pas ? Comment ça se passe ? Alors moi j'ai un email très simple, s@fastorize.com. J'aime les choses qui sont courtes. @fastorize.com.
ou Toto, ou Bidule. De toute façon, il y a un catch-all. Donc, Voilà. Moi, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, sinon, moi, le plus simple, hein, pour moi, si vous voulez me retrouver, vous tapez sur LinkedIn Dauzat, D-A-U-Z-A-T-S. C'est un peu plus compliqué. D-A-U-Z-A-T-S. Julien. Voilà, vous me retrouverez et vous me demandez en contact. Et puis voilà, après, ça nous permettra d'échanger par la suite. Et puis, on verra aussi avec 42 pour voir de quelle manière on peut aussi vous diffuser l'information en interne. Comme ça, vous retrouvez aussi l'ensemble de nos coordonnées là-dessus. Mais sinon, voilà, Dauzat sur LinkedIn, Julien. Et voilà, vous pouvez nous retrouver. En tout cas, voilà, merci à vous. Et j'espère vous revoir bientôt. Et puis peut-être ça sera vous demain qui viendront présenter votre parcours auprès d'autres jeunes aussi.